que là-dessus, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. Hier, j'ai eu ma sentence, ce qui n'aurait jamais dû être, parce que j'ai jamais fait le propos haineux. Tu sais, lettre, là, asti, comment il s'appelle? Les mangeurs de marde qu'on appelle. Toutes les astis de mangeurs de marde dans les médias ici, tout arrangé avec Justin Trudeau. C'est des fausses accusations, c'est toute une affaire politique. Moi, j'appelle ça, tu sais quoi? Vous êtes toute une gang d'endormis, d'endoctrinés. Vous êtes une gang à la solde d'une nouvelle ordre mondiale. Fait que là-dessus, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse réfléchir. Ça mange une marde là. Vous voyez comment l'être humain est rendu? Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Sapristi, ça fait quand même assez longtemps qu'on a entendu ce beat-là à 70%. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aventure. On commence la soirée. Très content d'être avec vous. Merci Chinook d'être venu nous voir. Hey, salut! T'es en train de te battre contre ta bière, mon taquino. Avec le lighter. Donc, pour occuper la place qui est en bas à gauche de votre écran, et je vais essayer de lever le volume aussi, faire ça surprise ce soir. Une fois de temps en temps, on va lever le volume pour aller voir où ils sont rendus. On est en train d'écouter un vieux film de 1989-90, un dessin animé cheapette de Joseph Lai, producteur coréen, qui est un habitué de nos soirées douteux, on peut dire ça comme ça. J'en ai mis deux un après l'autre parce qu'ils durent 1 heure chacun. On a les aventuriers du système solaire et ensuite ça va être les défendeurs de l'espace. C'est deux films, je dirais à -7, -8, avec des dialogues excessivement saucés. Ça devrait très bien occuper le en bas à gauche. Donc oui, on commence la soirée. On commence la soirée qui va se terminer, je dirais, vers minuit ce soir, après un set de VJ de notre ami Pascal Grenier, ainsi qu'un long métrage qui s'appelle Killer Angels, sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Et Chinook, toi, tu vas nous égayer ça un petit peu entre les chroniqueurs. De quoi tu vas nous parler? Ouais, ben le dernier lundi, je revenais d'une grosse fin de semaine de Pâques, puis j'avais dit des faussetés sur une région bien aimée du Québec. Je parle ici de la Beauce. Ah, ouais. D'ailleurs, on a un chroniqueur qui a déclaré la guerre à la Beauce. Oui, avec ce qui est arrivé en fin de semaine aussi, ça l'aide rien. Là. Il y a eu une manifestation de 400 personnes, pas de masque, collés, qui brandissaient des drapeaux Tripper Center. Là, ça, c'est des affaires racistes, extrême droite américaine. Encore des drapeaux Q, des drapeaux Trump. Il y avait plus de drapeaux liés à Q et ces niaiseries-là qu'il y avait de drapeaux québécois et des patriotes et ces affaires-là. Mais tu sais, c'est toi, pas t'essayes de racheter la Beauce ce soir, Chinook. C'est pas parce que la Beauce sont des pires régions au niveau de la pandémie, là, où il y a le plus de cas par habitant.
mais au Québec. Mais non, il y a des bons côtés à la Beauce. Hein? C'est quand même une région historique du Québec. Oui, Alors, oui. on Écoute, a quelques points. j'ai très hâte d'en apprendre avec toi, Chinook. Peut-être on peut adresser ça tout de suite. Hein. Il est arrivé... moi, j'ai tout le temps trouvé ça particulier parce que la Beauce, c'est un des endroits, sinon l'endroit au pays, au Canada, où il y a le plus de problèmes avec les inondations au printemps. Oui. Et c'est en même temps un endroit qui a élu au fédéral plus d'une fois Maxime Bernier, sa sainteté du petit cochonnet graissé, qui est un des politiciens, probablement le seul, qui est ouvertement négationniste des changements climatiques. Changements climatiques qui viennent ensuite faire qu'il y a plus d'inondations en Beauce dans sa région et les gens qui votent pour lui. Donc, c'est quand même tout assez weird. Peut-être que tu pourrais commencer avec un aspect de la Beauce, sinon qu'on commence avec un... Parlant de Maxime Bernier, on a bien beau y taper sa tête, mais connais-tu quelqu'un d'autre de la Beauce qui a attrapé autant de fois le petit cochon graissé, toi? Non. C'est lui le meilleur. C'est le meilleur des meilleurs. L'attrapeur de cochons graissés, Maxime Bernier. Ouais. Voilà. Fait que c'est-tu ton premier point positif de la Beauce? Ben, certainement. Est-ce que t'es niaiseux? C'est quoi ça ici? Tiens, on va écouter un petit extrait de ça avant d'aller parler à notre invité. L'histoire, en gros, c'est que les enfants, ils décident d'aller se promener dans le bois une journée. Ils s'en vont faire une classe nature. Et pendant la nuit, il y a un vaisseau spatial qui s'écrase juste à côté de leur tente. Et là, ils vont comme devenir des agents du bien qui vont protéger leur pays contre les communistes de l'espace. Les communistes de l'espace qui sont excessivement méchants, on s'en doute. Bon, j'ai pogné un bout où il n'y avait aucun dialogue et rien qui bouge. Très, très Joseph Laïesque. Oui, vous allez voir à un moment donné, ce qui est vrai va devenir des dessins animés. C'est un moment quand même assez navrant, on pourrait dire ça comme ça. Ben écoute, Colin, si jamais tu m'entends, je pense que ça va être le temps de me téléphoner. J'ai Colin Boudria, qui est quelqu'un qui s'occupait souvent, hein, c'est pas la première fois qu'on va faire un show tout le monde ensemble, qui s'occupait souvent de l'espèce de petit set d'humoristes qu'on laissait la place à des humoristes qui voulaient venir tester leurs affaires. Colin a souvent fait ça avant un show de 70% au Brouhaha dans le temps, mais on n'a jamais vraiment eu le temps de jaser, moi et lui. Donc, ça va être un plaisir de voir dans quelle direction ça s'en va, ces affaires. Est-ce que tu m'entends, Colin? Oui, je t'entends, Tommy. Mais quelle merveilleuse nouvelle. As-tu vu le sourire après ça? C'est du 8-9 sur 10, hein, du Colin Boudria. Tu dois pogner, toi. Pas tant que ça, je te dirais. Ah non! Hein? Question. Hein? Mais ouais. Écoute, moi, je suis déjà jaloux. Faut dire que j'ai 43 ans. T'as quel âge, toi? J'ai 35 ans. Ah, ça va vite. Hein? Ah, ça apprécie. On dirait que c'était hier. Ah, c'est assez capoté. Écoute, je sais qu'on a fait plusieurs shows ensemble, mais j'ai réfléchi à ça, puis on n'a jamais vraiment jasé, toi puis moi. Non, on se connaît pas vraiment, en fait. Non. Je venais tester du matériel avant vos enregistrements, puis je partais pendant l'enregistrement en général, fait que je restais pas, puis on n'avait pas vraiment le temps de jaser. C'est vrai. Et voilà, c'est pas plus mal. Écoute, on va réparer ça, drette là. Où t'as grandi, Colin Boudria? Je viens de Montréal. Je viens de Huntsic. Oh, le grand quartier, ça c'est à l'est. Hein? On est pas autour de la 40, j'ai l'impression. Est-ce que je le connais? Moi, j'étais plus dans le nord, vraiment dans le nord de l'île. Ouais. OK. Bon, ben voilà. Où t'as fait ton secondaire? Au collège Mont-Saint-Louis. Quand même, hein? Peux-tu me parler de ça? T'étais-tu comme dans les jocks? T'étais-tu dans les yo? Dans les... Non, j'étais vraiment pas dans les populaires, mais j'étais comme chanceux. On était une gang d'amis de genre 3-4 personnes un peu freak. Puis on se tenait vraiment, vraiment à part du monde. Fait qu'on a été chanceux. Je me suis jamais fait boulier ou j'ai jamais eu de problème de me faire niaiser, mais on se tenait juste pas avec le monde. On était comme volontairement rejet, je te dirais ça. Comme ça. Chris, je me reconnais là-dedans. Moi aussi, à Pointe-Valente, le Carrefour à Val-d'Or, c'est un peu ça. Écoute, peut-être que tu peux aussi me parler de la plus vieille photo de toi que tu sais qui existe. La plus vieille photo de moi que je sais qui existe. Ah ouais, ça peut être la vraiment aucune idée c'est quoi, honnêtement.
OK. J'ai une photo de moi jeune, probablement 3-4 ans, avec une salopette en corps du roi verte, comme toute faite en corps du roi, puis j'avais l'air vraiment de mauvaise humeur, mais si ça existait encore, je porterais tout le temps cette pièce de linge-là. Ah! C'est que j'aime ça. T'étais-tu mal commode quand t'étais jeune? Je le sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense pas. Je pense que j'étais comme un enfant normal. Je devais être clairement un peu chiant, là. J'étais pas... je pense pas que je faisais particulièrement beaucoup de crises ou quoi que ce soit. Je pense pas que j'étais difficile à vivre. OK. Puis là, on s'entend, toi puis moi, mettons, faire un bon humoriste, c'est quelqu'un qui développe de la répartie, c'est quelqu'un qui a la gâchette un peu facile, on pourrait dire. Ça te vient d'où, toi, ce talent-là? Je ne sais pas. Moi, j'ai tout le temps fait un peu des blagues, genre en classe ou des trucs comme ça. OK. Mais j'ai jamais pensé faire de l'humour jusqu'à vraiment, vraiment tard dans ma vie. Là. Tu sais, moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour, mais je suis rentré là à 28 ans, puis j'avais jamais vraiment fait de stand-up avant. OK. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment tard dans ma vie. Tu sais, j'étais tout le temps intéressé par l'humour, je faisais un peu de scénarisation, c'était tout le temps des projets drôles, humoristiques. Mais je pensais pas faire de la scène avant que ce soit comme un peu arrivé par hasard. OK. C'est quoi qui t'a convaincu, je te dirais, à switcher vers ça? Genre, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a dit tu devrais t'abonner à l'école de l'humour, trouver une méthode? Est-ce que tu as eu une espèce de mentor? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour? Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais j'avais fait un cours du soir à l'École nationale de l'humour qui était présentation de numéros. Je sais plus pourquoi j'avais décidé de faire ça, mais j'avais vraiment, vraiment trippé. Puis un peu sur un coup de tête, j'avais décidé de m'inscrire pour l'année suivante. OK. En sachant pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Puis comme j'ai été pris, fait que c'est ça, j'ai lâché la job que j'avais à ce moment-là, je suis allé complètement à l'école. Puis, mais c'est vraiment quelque chose, tu sais, il y a des gens des fois qui disent « Ah ouais, moi je trippe sur l'humour depuis que j'ai 6 ans, je regardais tout le temps des humoristes. » Ouais. Moi, j'aimais ça, mais de loin, puis c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête il y a quelques années. Bon, ben Chris, c'est un bon coup de tête parce que, je veux dire, t'en es un des très lettrés, je dirais. Là. Ta place est là. J'ai pas l'impression que t'es un charlatan dans le paysage humoristique québécois, je pourrais dire ça comme ça. Est-ce que t'as des idoles humoristes? Oui, mais comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai suivi. Ouais. C'est pas quelque chose que je suis depuis toujours non plus. J'ai du monde que j'aime vraiment beaucoup au Québec. Là. J'aime beaucoup Sexy Légal, j'aime beaucoup Virginie Fortin, j'aime beaucoup Guillaume Wagner. OK. Ils sont comme un peu de la gang qui font de l'humour différent au Québec, je te dirais un peu. Là. Ouais, peut-être. Ouais, OK. Mais, ouais. OK. Te considères-tu politisé dans ton humour? Je me fais tout le temps définir comme un humoriste politisé, mais je pense qu'au Québec, la barre est un peu basse dans le sens où dès que tu as de l'humour un peu d'opinion ou dès que tu amènes un propos, tu te mets dans cette case-là vraiment vite. Puis je pense pas que c'est faux, là, ça s'applique à certaines affaires que je fais, mais c'est quelque chose que, tu sais, j'ai pas l'impression que tout ce que je fais, tous les numéros que je fais sont nécessairement politisés, là, mais c'est comme... c'est la case dans laquelle je tombe le plus facilement. Ah, c'est que j'aime ça. Est-ce que tu as un animal de compagnie, Colin Boudria? J'ai un chat. Ah ouais, puis ça s'appelle combien? Ouais. Ça s'appelle Véronique Cloutier. C'est niaiseux. Qui est le chat de ma blonde qu'elle avait déjà avant qu'on habite ensemble, mais qui est vraiment adorable et qui s'appelle Véronique Cloutier. Puis quand on va chez le vétérinaire, on est vraiment gêné. Là, on n'assume plus tant que ça le nom. Ah! Ben, à 70%, on a quand même une longue histoire de propriétaires de chats avec des noms particuliers. T'es quand même assez loin de celui de notre collaboratrice Marie-Pierre Simard qui a appelé le sien genre Poupou, la grosse plotte, là, une affaire de même, je me rappelle pas, c'était un pari avec sa femme, avec son chum, voyons donc. Et ben voilà. Je connais Marie-Pierre, puis ça me surprend pas tant que ça. Puis Jeff Denomé aussi, puis sûrement que tu l'as déjà croisé. Donc voilà. Écoute, on va parler un petit peu de ce que tu fais pendant la pandémie. Hein. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est facile, qui s'impose et qui va sûrement être enrichissant. Comment t'occupes ça? Toi, t'étais comme un humoriste professionnel avant, puis là, tu te ramasses à plus pouvoir occuper de scène. Comment tu meubles ton temps? J'essaie d'écrire le plus possible, mais c'est vraiment weird à faire quand j'ai pas de show à faire et j'ai pas de moyen de tester du matériel ou quoi que ce soit. Mais je continue à essayer de créer le plus possible. J'essaie de monter un show, j'essaie d'écrire quelque chose de structuré.
J'avais des fois des shows Zoom un peu, des trucs comme ça, des corpos qui sont vraiment étranges à faire, je te dirais, là, où je suis dans mon salon devant un ordi, puis je fais des numéros d'humour, puis ma voisine doit vraiment se demander qu'est-ce qui se passe. Et j'ai monté un podcast avec des collègues, un podcast sur QAnon qui s'appelle Faisez vos recherches. Faisez vos recherches. C'est excellent. Faisez vos recherches. Ben écoute, avant de parler de ça, je veux t'informer que je me suis trompé. On se rétracte, hein, nous, on est comme ça à 70%. Le nom du chat de Marie-Pierre Simard, c'est Mademoiselle Vagincu. Donc voilà, on vient de... Quand même un peu plus de classe que Madame Grosse-Bloc. Oui, je pense que ça se présente à peine un peu mieux, mais effectivement. Écoute, avant de parler de Faisez vos recherches, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton déjeuner préféré? Déjeuner préféré, j'aime bien gros les burritos déjeuner. J'aime bien gros les affaires que je crisse toutes en même temps, puis toutes un peu le même goût, mais j'aime ça quand chaque bouchée a le même goût. Fait que, burrito déjeuner, ça le fait pas mal. J'aime ça, chaque bouchée a le même goût. C'est le fun, c'est très éloquent comme manière d'expliquer la chose. Ça veut dire aussi, je devine, t'es plus un petit peu salé que sucré quand vient le temps de se lever. Oui, je suis plus salé que sucré en général. Donc. Écoute, moi puis Chinook, on en apprend sur le Colin Boudria d'Amérique. Vitesse lumière. Je pense qu'on est ferré. D'où te vient cette passion-là pour, je dirais, la complosphère? Mais c'est pas tant une passion pour moi. C'est un petit peu arrivé aussi par hasard, ça. C'est surtout dans la dernière année parce que j'ai essayé de commencer à me renseigner sur QAnon parce qu'on entendait beaucoup parler de QAnon, mais c'était tout le temps de façon vraiment, vraiment superficielle. Les mêmes affaires de « Ah ouais, c'est un groupe de gens qui pensent que le monde est contrôlé par une cabale de pédosatanistes. » Mais on n'avait jamais plus d'infos de à quoi ils croient pour vrai, comment tu fais pour savoir c'est quoi la structure de cet univers-là. J'ai commencé à fouiller, puis c'est vraiment chiant parce qu'il n'y a pas tant d'informations digestes puis le fun à laquelle avoir accès. Oui, c'est vrai. Honnêtement, quand on essaie de te renseigner sur QAnon, tu finis par faire la même job que les gens de QAnon, mais à l'envers. C'est ça, sur Internet, tu fais des liens, puis c'est vraiment énormément de temps, c'est super frustrant. Fait que je commençais, c'est ça, je m'intéressais à ça, puis je voulais faire quelque chose d'humoristique, de vraiment accessible pour les gens qui démystifient l'univers de QAnon. Fait que j'ai monté ça avec Mathieu Charlebois, qui est un ancien journaliste et qui est auteur d'humour maintenant. Et Liane Descaricciennes, qui est technologue, fouille-moi qu'est-ce que ça fait, ok? J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé plusieurs fois de décrire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle fait plein d'affaires, mais en lien avec les nouvelles technologies. OK. Ben, c'est quand même important. Je veux dire, c'est un beau trio. Tu as quelqu'un qui est plus... Ça se complète bien. Oui, voilà. Écoute, faisez vos recherches. Donc, nous, ici, à douteux.tv, je dirais, douteux.org, on a un petit peu tombé là-dedans. Moi, ce qui a été le déclic, hein, parce que ça fait comme 20 ans que je m'intéresse à ces affaires-là, aux dérives, autant sectaires que conspirationnistes. C'est un sujet que j'ai abordé dans des chroniques à la radio et le reste. La Terre plate, ces affaires-là. Et on m'a tout le temps dit, je dirais, sur scène plus en 2005-2006, jadis, je parlais de David Icke, de Naïm, j'ai oublié son nom. Nassim Haramein, voilà. Et tous les autres comme gourous légers de l'époque. Et on me disait, tu devrais pas en parler parce que tu le fais de la pub. Mais il y a cette espèce de paradoxe-là quand vient le temps d'étudier la complosphère. Est-ce que mettons, est où la limite? Où ça devient de la publicité? Où ça devient de mettre en garde les gens contre un gourou mal intentionné? Comment vous vivez ça, vous, ce paradoxe-là? Est-ce que c'est une discussion que vous avez souvent? Est-ce que... Nous, on n'a vraiment pas d'inquiétude parce que de la façon que c'est traité, c'est sûr que des gens qui ont un peu une porte ouverte vers ça ou qui auraient tendance à y croire vont pas du tout embarquer dans notre podcast parce que ils vont juste être fâchés, en fait. On essaie pas de se moquer trop des gens qui y croient, mais on se moque des croyances larges comme le bras. Genre. Fait que nous, notre angle est tellement checker comment ça n'a pas de bon sens, checker comment c'est ridicule que je vois vraiment pas comment quelqu'un écouterait notre podcast et ferait comme finalement j'ai trouvé nice puis je vais embarquer dans le On va essayer ça, de combattre les pédosatanistes. C'est un petit peu aussi le calcul auquel je suis arrivé au final. Nous, quand on monte des images, on blur le nom des personnes. Ce qu'on fait, c'est qu'on critique les idées et les gourous, les gens qui gagnent en influence, en argent, en pouvoir avec ces idées-là.
Bon, ben, On attaque les influenceurs, mais pas les gens qui les suivent, en fond. Voilà. C'est un peu l'angle qu'on avait aussi, ouais. pas leur victime, on pourrait dire. Ben, écoute, Exactement. faites vos recherches. J'aimerais ça vous inviter à un moment donné au Mercronspi, quelque chose comme ça. On pourrait étudier la chose ensemble. Vous montreriez C'est votre tellement bloc. bien. Ben oui, ça va arriver, ça va arriver. On va se faire vacciner un jour. Hein? Toi, t'es pro-vaccin. Je suis très pro-vaccin. Je suis très pro-vaccin. Cette petite discussion niaiseuse. Est-ce que t'es pro-respirer? Tu sais, voyons donc. Est-ce que vous avez... Pour recommencer à faire des shows en tant qu'humoriste. Ouais, vacciner tout le monde, je m'en calais. Ah, Je veux juste revenir au quotidien. Ouais. c'est ça. C'est comme un besoin personnel qui n'est pas égoïste. Écoute, ça se tient bien. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui naviguent les réseaux sociaux? On s'entend, c'est comme plus un champ de guerre que jamais avant. La pandémie a exacerbé des anxiétés qui se manifestent quand même assez facilement. Tu dois te faire dire plusieurs fois dans une journée d'arrêter d'écouter TVA. Est-ce que tu as des conseils pour les gens? J'en ai pas tant que ça. Moi, je me tiens assez loin des réseaux sociaux tant que c'est pas pour mon travail. Là. Je suis vraiment pas beaucoup sur les réseaux sociaux par plaisir personnel parce que justement, je trouve ça lourd et ça me rend anxieux. Non, je pense que tenez-vous loin le plus possible de ça si ça vous fait pas de bien. OK. Ben, c'est un très bon conseil. Il n'y a rien aussi comme prendre une pause une fois de temps en temps. Là, c'est d'avoir son hygiène de réseau social. Ça va être un sacré défi que l'humanité va vivre quand même, tout ça. Hein. Je pense que oui. Je pense que t'as pas tort. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Ça dépend des jours, mais règle générale, pas vraiment. J'aurais tendance à pas être très optimiste. J'aimerais ça l'être. Je sais pas, j'aimerais ça l'être. Dernièrement, il y a plein de gens qui ont comme des propos de être heureux puis avoir foi en l'avenir, c'est comme la meilleure forme de rébellion en ce moment, des trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant, mais j'arrive juste pas à le faire tant que ça. Je suis je suis assez pessimiste. Ouais, ben surtout que dit comme ça, c'est un petit peu apathique. Là. Faut comme agir pour que les choses se passent et s'améliorent, j'ai l'impression. Là, c'est une phrase qui revient souvent. Hein. La seule affaire qui permet au mal de réussir, c'est que les gens bien intentionnés n'agissent pas. Là, une variante de même. Là. Très bien. Ben oui, moi, ma préférée, c'est celle... j'ai oublié son nom, là, mais il a dit à un moment donné pessimisme de l'intellect et optimisme de la volonté. C'est une phrase qui me rejoint quand même. Ouais. C'est très intéressant comme manière d'aller. T'es-tu un petit peu philosopheux? T'as-tu comme des penseurs préférés? Non, je trouve ça super intéressant. Mais honnêtement, je suis vraiment pas calé en philo pantoute. Là. Tu me perdrais assez vite. OK. Bah, moi, je te dirais, je suis un animateur, fait que j'ai beaucoup de connaissances générales. Là, c'est mon move, là, mais je suis pas formé non plus là-dedans, pantoute. Tu es capable de plugger bien des affaires vite, mais faut pas qu'on en parle trop longtemps. Ben, voilà. C'est probablement moi aussi ma traîne. T'es-tu un fan de jeux vidéo aussi, Colin Boudria? J'ai été un gros fan de jeux vidéo jusqu'à l'adolescence, puis j'ai comme un peu décroché après le 64. Disons, moi, je suis un gars de console, j'ai décroché après le Nintendo 64. Dernièrement, pendant la pandémie, par exemple, j'ai une amie qui habite seule, qui est comme notre plus un de ma bulle à ma copine et moi, okay. qui a une Wii, puis qui a racheté des vieux jeux, puis j'ai énormément joué à Mario Kart et à Donkey Kong Country sur la Wii. Ah, ben je rejoue à des relativement vieux jeux dernièrement. Ah, ben c'est cool. Ça, écoute, ça vieillit jamais vraiment les Mario Kart. Puis celui à la Wii, il était excellent aussi. Contrairement à celui au 64 qui était de loin le moins bon de tous les Mario Kart. Là. Je sais que c'est celui que tu as joué quand tu étais petit, mais crée-moi, c'est le moins bon des Mario Kart. Quand tu tombes dans le trou, tu perds 8 secondes. Quand tu reçois une coquille, c'est 4 secondes. C'est trop long. Il y a des pistes, ça prend 8 minutes. Tu as calculé tes stats. Ben oui. Voyons, je te dis pas ça dans le beurre, moi, là, Colin. Là. Non, tu connais tes shit, là. Tu es animateur, tu as une bonne culture en général, tu connais tes stats de Mario. Exactement. Hey, essaye donc de me parler de coupe de cheveux pour rendre ça intéressant pendant un petit bout de temps. De te parler de coupe de cheveux? En plein ça, ouais. Je sais vraiment pas trop quoi dire sur les coupes de cheveux. En fait, c'est pas quelque chose auquel je me tiens très au courant dans la dernière année, je te dirais. Je change de coupe de cheveux aux 4 ans, à peu près, bon. Ah ben écoute, il y a eu une dernière phrase qui était quand même intéressante par rapport aux coupes de cheveux. Ça me va comme ça, Colin. Oui. Hey, t'as-tu comme un endroit où t'aimerais aller vivre plus tard?
aller vivre. Mhm. Parce que là, si tu as passé ta vie à Montréal, je sais pas, peut-être l'île de Pâques ou sa lune ou. Ouais, aller comme vraiment, vraiment loin. Ouais, Il y a genre, je sais plein pas. d'endroits que j'aimerais visiter, mais pas nécessairement vivre. Moi, j'ai toujours voulu aller un peu au Japon. Ça me ferait vraiment, vraiment triper. J'adorerais ça. Je sais pas si je voudrais vivre là longtemps. Tu sais. OK. Si je pouvais, je resterais une couple de mois, mais je pense pas que j'irais faire ma vie là. Est-ce que tu as une fibre voyageuse inexplorée ou c'est des affaires que tu as faites avant les études plus poussées, ces affaires-là? Ben, j'ai beaucoup voyagé, jamais des super longues périodes de temps, là. Des fois, 3 mois les plus longues périodes où j'ai voyagé. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de moyens voyages. OK. Mais tu sais, je suis jamais parti pendant un an à juste faire ça. Parle-moi de ton préféré de ces voyages-là. Probablement Thaïlande, Laos, Cambodge. Oh boy, l'Indochine all the way, hein? Ouais, qui était vraiment, vraiment le fun. OK, t'as fait ça dans quelle année à peu près? J'ai fait ça il y a 4 ans à peu près, je te dirais. Ouais, avec ma blonde. En fait, en 2016, on a fait ça parce que je venais de finir l'École nationale de l'humour, puis on est parti pendant un bout de temps. C'est vraiment, vraiment un beau voyage. En fait, je suis allé 2 fois dans ce coin-là, puis j'adore ça. C'est vraiment le fun, puis j'adore l'impression d'être riche aussi, dans le sens où tu peux vivre vraiment bien pour... Tu peux rester là longtemps. Puis bien l'avion coûte super cher, mais après, tu peux rester là longtemps sans te... Ouais, c'est ça. Sans te ruiner. Sans te ruiner. Puis est-ce que tu as fait des vaccins pour aller là? Oui, j'avais fait une couple de vaccins, mais je me rappelle pas exactement lesquels. C'est des trucs relativement basiques pour ce coin-là du monde. Là. OK. Je sais que j'avais pas eu la rage parce que c'était trop cher. Oh ouais, hein? C'est super cher. Le vaccin de la rage, c'est vraiment cher, mais j'ai appris après ça que si t'appelles, je sais pas si c'est la santé publique ou quoi, mais tu dis que tu as trouvé une chauve-souris chez vous, tu te fais donner un vaccin de la rage gratis. Fait que c'est vraiment bon à savoir. Parce que ça arrive des fois, il y a des gens qui trouvent une chauve-souris qui est rentrée par une cheminée ou quelque chose. On a plein, nous autres. Bon, nous Tu autres, vas on te a faire plein. vacciner gratuitement pour la rage. Ah, ben, quoi. Des trucs voyage avec Colin Boudria, j'adore ça. Est-ce que, parce que là, je trouve ça quand même pas mal cute. Je devine que tu es avec ta copine depuis une bonne tranche. Ça veut dire qu'elle t'a accompagné dans ton processus scolaire et tout. Est-ce que tu l'as rencontré avant ça? Est-ce que tombé en amour avec le Colin Boudria pas drôle ou avec le drôle? Pas drôle. On s'est rencontrés quand j'étais comme en processus de commencer l'École nationale de l'humour. Ah, On c'est s'est cute. rencontrés. Ouais. Ah, Fait c'est que cute. j'étais pas, c'est ça, c'était définitivement pas encore mon travail. C'était un projet à ce moment-là. Ça commençait. OK. Puis écoute, je sais que tantôt on a parlé de ton secondaire, mais on a quand même skippé une bonne tranche. Hein? On se rappellera que Jésus, après avoir été repogné dans le temple à parler des affaires de son père, on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à temps qu'il ait 30 ans puis qu'il se fasse saucer par son cousin Johnny de Bee. Il y a un trou dans son CV. Hein, Jésus, Il y a un astito dans son CV. Mais là, toi, Colin Boudria, on sait que tu as fait un secondaire sans histoire, que tu étais quelqu'un on the side volontairement. Puis là, après ça, quelque chose comme 30 ans, on te retrouve à l'École nationale de l'humour. C'est quoi qui est arrivé? C'était quoi ton plan de match initialement? Mon plan de match officiellement a changé plein de fois. J'ai comme étudié en plein d'affaires différentes. Mais j'ai étudié entre autres en psychologie. Puis j'ai été intervenant en santé mentale pendant 5-6 ans dans un centre de crise à Montréal. OK, fait que c'était ça ta job avant de t'en aller en humour. C'était ma vraie job, c'était ma job à temps plein. C'est ça, jusqu'à 2014 quand je suis allé à l'École nationale de l'humour. Colin, félicitations. C'est quand même pas n'importe quoi, là. Je veux dire, si t'as dû vivre des moments assez éprouvants qui t'ont marqué pour une tranche. Ouais. C'est pas la job la plus facile. Moi, j'avais quand même un bon tempérament pour ça, dans le sens où ça peut être vraiment rushant au travail, mais quand je partais de la job, j'étais capable de plus y penser. OK. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui continuent à y penser la nuit, puis c'est comme ça t'habites tout le temps, c'est vraiment lourd. Ouais. Moi, j'étais vraiment capable de comme déployer mon cerveau de tout ça quand je partais, mais oui, il y a des journées que... En fait, c'est des extrêmes. Tu as des journées super calmes où il ne se repasse rien, puis des fois, c'est comme complètement le bordel tout en même temps. Ouais. Écoute, félicitations d'avoir tenu le fort. Moi, ce genre de job-là, je trouve, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Écoute, on va arriver vers la fin de l'entrevue tranquillement, pas vite. J'aimerais ça que tu te plugues, là. On sait que tu faiser vos recherches. J'ai comme aussi compris que tu étais disponible pour des shows corporatifs. On peut te contacter par Facebook. Es-tu plus Instagram? Facebook, Instagram,
Je suis un peu plus sur Instagram dernièrement. Colin Boudria sur les deux. Je suis sur Twitter aussi, mais je saisis mal Twitter, honnêtement. Je l'utilise très mal et très rarement. Mais c'est ça. Puis bientôt, je vais recommencer les shows. Je suis en train, j'ai du financement du Calque, Conseil des arts et lettres du Québec, pour monter un show d'une heure. Wow. Il devait à la base commencer à être présenté pour faire du relâche un peu cet été, mais ça ne se passera pas, on s'entend. Mais les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'éventuellement, il va se passer quelque chose par rapport à ça aussi. OK. Bon, ben voilà. Un Colin Boudria, Instagram ou Facebook. C'est vrai que Twitter, c'est un petit peu moins québécois. Hein? Les Québécois embarquent moins là-dedans, j'ai l'impression. Il y en a, écoute. Il y a des gens des médias, en fait, sur Twitter. Beaucoup de monde de com, des journalistes, des trucs comme ça, mais pas la moyenne de la population, j'ai l'impression. Ceux que je connais qui sont beaucoup là-dessus, c'est des gens qui trippent beaucoup sur la politique américaine. Anyway, écoute, on va avancer avec ça, toi puis moi. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non. Quand j'étais au secondaire, j'ai eu des cartes Magic, mais j'ai jamais joué pour vrai. C'était juste comme une affaire de collection dans la période où c'était vraiment, vraiment gros. Mais non, j'ai jamais joué une vraie game de Magic. C'est la première fois que tu me déçois de toute ta vie, Colin. Ben, c'est pas grave, écoute, on va... Désolé. Ben oui, c'est ça, sûrement. Je te montrerai à jouer à un moment donné. Sinon, écoute, on t'a annoncé ça dans l'événement, quand que je t'ai écrit. C'est le moment, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, Colin Boudria, 70%. C'est les deux affaires que je veux entendre dans la phrase que tu vas dire dans 3, 2... Je m'appelle Colin Boudria, puis j'ai jamais trop compris c'était qui le public de 70%, mais je les aime beaucoup. Ça me va. Merci ben gros, Colin. Fait qu'on peut rappeler aussi à tout le monde, hein, c'est Faisez vos recherches, le podcast que tu fais avec deux collaborateurs. Puis j'ai très hâte qu'on fasse une collaboration. Hein. Nous aussi, on explore ça. La complosphère, la réalitouille. Moi, j'appelle ça comme ça. Hashtag réalitouille. La réalité. Ouais, avec un oui, AY. Nous, on serait super contents. Ben, ça va arriver. Je souhaite le mieux possible à ton entreprise et à tout ce que tu fais. Dis salut à ta copine puis à Véronique Cloutier de ma part. On se rejoint. Avec plaisir. Merci. Bye bye. Merci bien gros, Colin. Ah ben, tabaslaquage, Chinook. Ben, d'ailleurs, le public cible, ça serait un peu les délaissés, en fait. Ah, parce peut-être. que Peut-être. Douteux.tv, c'était la télé La des... télé des délaissés, délaissés. c'est vrai que c'était le premier slogan de Douteux TV dans le temps. C'est Chinook. Fait que Chinook, as-tu un fait sur la Beauce? Ben oui, tu sais que la Beauce, c'est dans les premières régions qui a été développée à l'intérieur des terres au Québec. Genre en s'éloignant du fleuve. Ouais. Ah, ben j'aime ça. Ça s'est permis après la saturation des premières seigneuries de Québec. OK. Ils ont regardé la rivière Chaudière, l'autre côté, puis ils se sont dit, on pourrait peut-être faire de quoi aller avec mettre ça. des colons Fait là-dessus. que là, le gars, il y avait une couple de ses chums qui étaient disponibles, fait qu'il les a envoyés là. Il a développé des seigneuries, puis c'est de même, c'est parti. Fait que quand on dit que la Beauce, c'est comme, je veux utiliser le bon mot, là, peut-être que j'aurais pas le bon, mais c'est comme une ethnie à part, c'est comme une espèce, c'est pas le bon mot, je sais pas c'est quoi, là, mais comme les Braillons au Nouveau-Brunswick, ou un peu. Un peuple. C'est son propre peuple. D'ailleurs, Christian Dubé, justement, cette semaine, il a dit que les Beaucerons étaient comme les Saguenayens et qui étaient des peuples très... des peuples. qui avaient des têtes dures. Là, des têtes dures, des genres noirs aussi, il y en a qui disent. Je vais en revenir là-dessus. Puis là, ces temps-ci, écoute, en fin de semaine, ils ont fait une manifestation avec de l'extrême droite. Puis là, je dis pas c'est tous les Beaucerons. Mais bon, écoute, Bruno, tu vas-tu essayer de pogner le flambeau là-dessus pour nous remonter notre opinion de la Beauce? Ben, écoute, premièrement, pour les Beaucerons, on dit pas, c'est pas une ethnie, c'est une sorte qu'on dit. Donc, c'est une sorte de personne, les Beaucerons. Et à date, je trouve ça le fun parce que les points positifs, entre guillemets, que Chinook a donné sur la Beauce, c'est juste des faits presque intéressant sur la Beauce. Ouais, dans le fond, si c'est pas la pire affaire que tu as entendue de toute ta vie, c'est un point positif quand la barre, c'est la Beauce. Et voilà, ben écoute, Chinook, il va falloir que tu relèves ton jeu parce que Bruno n'est pas impressionné. Non, mais j'ai un point positif, puis je le garde tu plus tard. Parce que là, à date, c'est... Parce que là, à date, là, c'est Maxime Bernier est capable d'attraper un cochon graissé. Puis ils sont là depuis longtemps.
Puis c'est ça. Puis là, c'est une région qui a été développée par des gens. C'est comme... on s'entend. Développé par des gens en 1736. Sacrément. Écoute. Ça, c'est une époque où est-ce que c'était pas tous les gens qui développaient des régions. Bon, ben, on va revenir à la Beauce tantôt, à moins que tu nous y ramènes encore, Bruno. Très content de t'avoir à 70%. Merci pour ton abonnement tantôt sur Twitch, c'est très gentil. Ben écoute, ça me fait plaisir. Et non, je ne parlerai pas de la Beauce cette semaine. Je vais parler à la place de Montréal. Des 20 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca sur le territoire montréalais. Seulement 4 500 ont été distribués la semaine dernière. Et on sait très bien pourquoi. Parce que c'est un vaccin de merde. Ah! Et que le public a parlé. Ouais, ouais. Il est un peu plus cheap que les autres. À date, il y a eu 6 cas de caillots sur 6,8 millions de doses distribuées. Ça, Tommy, c'est près de une chance sur plus de millions. Attends un peu, Bruno, là, ton volume, il va pas super bien. Là. Je sais pas ce qui se passe. Oh, excuse-moi. OK. Est-ce que tu m'entends? Là, c'est parfait. OK. Ouais, okay. T'as dit une chance sur million, là. Une chance sur un million de caillots. En là, ça, il est juste effet. Non, c'est encore lettre, là, Bruno. Je sais pas ce que tu fais, mais on n'entend rien. Je pense que c'est les antifas. Ça doit être les antifas. Ça, c'est les antifas, c'est sûr qu'ils sont, ils sont sur notre cas. Là. Les antifas. Il y a trop de morgelons dans le micro. On t'entend, ça... Allô? Non, c'est pas beau encore. Si tu penses que t'es dans la cave? Toi, tu m'entends? Non, je suis pas dans la cave. Écoute, je vais raccrocher. Là, je t'entends bien. Là, je t'entends bien. Là, c'est parfait. Mais oui, mais tu sais pas que ça va repartir, Tommy, les antifas? Les antifas, écoute, on le met dans le face. Réessaye. Vas-y, continue. OK. C'est bon. Donc, écoute, je vais leur faire le beat. OK. 6 cas de caillots. Tu m'entends-tu, là? Oui, là, je t'entends. Bon. 6 cas de caillots sur 6,8 millions de doses distribuées. Non, les antifas, raccroche puis téléphone, Bruno, ça le fait pas pantoute. Écoute, les antifas nous auront pas. Ouais. On va le faire, ce 70%-là. Il n'y a rien qui va nous arrêter de vous offrir notre strict minimum, mesdames et messieurs. La censure n'aura pas raison. Et voilà. Salut, Bruno. Hey, salut, Tommy. Est-ce que tu m'entends? C'est parfait, là. OK, c'est bon. Non, c'est Antifa, encore le contrôle de la ligne. Ouais. C'est quoi tu fais de différent d'habitude, là? Ah, t'as-tu été vacciné? Ben, ça, écoute, je sais pas, Tommy. OK, ben là, c'est beau. Là, on a entendu, je ne sais pas, Tommy, ben comme ça. Allô? OK, là, t'as dit allô. Non. Ouais, non, on se reparle la semaine prochaine, Tommy, OK? Ah, non, ben continue, là. Là, on t'entend, là. Ben non, je vais pas continuer, Tommy, là. J'arrête pas ça va arrête pas de bugger, puis de revenir, puis de repartir. Là. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, on va à la semaine prochaine. Ouais, je suis désolé de ça, là. À bientôt, Bruno. Oh là, Antifa. Antifa, ben vas-y, Bruno, vas-y, Chinook, sors-nous quand même un fait. Ouais, ben parlant de Jarret Noir... Les Jarrets Noirs, pourquoi les Jarrets Noirs? C'est parce qu'il avait construit une route dans le temps qui partait de la Beauce pour aller jusqu'à Québec, puis ça passait par des marais, là. Il y avait comme un boisé, là, puis c'était pas mal dégueulasse. Fait que les gens, quand ils arrivaient à Québec, étaient réputés pour être tout crétés. OK. Fait qu'il y avait tout le temps les Jarrets Noirs. Fait que là, c'est de là que c'est parti pourquoi que les Beaucerons se font appeler les Jarrets Noirs. Parce qu'ils ont construit une route. C'est parce qu'ils arrivaient à Québec tout le temps avec les jambes tout crettées. Parce qu'ils ont marché. Parce que la Beauce, c'était loin, fait qu'on les appelle... Ouais, parce qu'ils marchaient dans la boîte pour aller... pour se rendre à Québec. Colin, c'est un peu comme, tu sais, hein, on va se le dire, dans nos erreurs les plus pires. Mais au moins, ça, c'est quand même c'est très neutre comme fait. Même, c'est comme un petit peu comme de la beausophobie, on peut-tu dire ça?
Ouais, il se faisait appeler les Jarrets Noirs parce que c'était une gang de crétés. Ben voilà. Ben là, c'était pas, on dit pas ça, on dit ça tout en objectivité. Là. Ben oui, nous autres, on est objectifs. C'est de l'histoire. Ben voilà. Hey, tu sais, on va écouter un petit bout de... Ne faites pas de bruit et suivez-moi. Ils s'en vont délivrer les capitalistes des communistes de l'espace. Je vais là-bas, restez ici et attendez mon signal de la main, ok? Hey, checkez ça, comment c'est là de ce dessin. Ah là, vont-ils réussir à passer? Le punch, c'est que oui, ils vont réussir à passer. Salut, Jason. Hey, j'ai vu ça au lundi douteux en 2010. Ça, c'est un classique que tu nous offres ce soir dans le coin en bas à gauche. Oui. Les aventuriers du système solaire, ça score tout le temps bien. Puis, tu nous parles de quoi ce soir? Hey, à ce soir, on va lâcher nos arnaqueurs modernes. Puis je vais vous faire un petit cours d'histoire sur des arnaqueurs anciens. Ah, tu veux dire qu'il y en avait avant Internet, des gens mal intentionnés? Oui, je vous amène là, loin avant Internet ce soir. Avant le téléphone? Ah oui, avant l'électricité, en fait. Ah, tabaslac, OK. Bon, ben, on parle de qui? Ce soir, je vous montre que beau mentir qui vient de loin. OK. Ça me tentait de vous parler de Grégor MacGregor, qui est un individu qui a vécu au 19e siècle. J'ai lu un excellent livre cet hiver qui s'appelle The Land That Never Was, qui est un peu comme sa biographie. C'est des historiens là, qui ont retracé un peu sa grosse arnaque qu'il a faite. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça en 5 minutes. Cool. Attachez votre tuque. Grégor MacGregor, c'est, pour se mettre dans le contexte de l'époque, là, c'est pendant les guerres napoléoniennes. OK. Grégor MacGregor, son père avait fait fortune dans le commerce avec les Indes, puis il avait acheté pour son fils un poste d'officier dans l'armée britannique. Grégor MacGregor, qui est, by the way, je trouve le nom le plus awesome ever, tu sais, Grégor MacGregor. C'est pas pire, mais c'est loin de Joe Beef puis de Bill Baxter. Effectivement. Donc, c'est un Écossais, puis son père il avait acheté un poste d'officier dans l'armée britannique, ce qui était chose très commune à l'époque. OK. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi c'est important que je parle de ça. Grégor MacGregor, c'est dans le fond, tu sais, le gars, il s'amorce dans l'armée au moment des guerres contre Napoléon, puis son régiment se fait poster en Espagne. À l'époque, Napoléon faisait une grosse guerre pour conquérir l'Espagne. Okay. C'est notamment de cette guerre-là que vient le terme guérilla. OK. Puis, Grégor MacGregor, il n'a pas participé au combat. Il s'est retrouvé, là, tu sais, c'est un officier, puis il s'est retrouvé pas mal à faire de la job, là, de, comment on pourrait dire ça, d'arrière-front, là, tu sais, tenir des forts, des choses comme ça. Il aurait pu voir du combat, mais il a été chanceux. C'est pas arrivé. Sauf que les régiments anglais qui ont participé à la guérilla en Espagne, il y a eu comme une espèce de prestige associé à cette guerre-là. Ça l'a permis à Grégor MacGregor de deux choses. Premièrement, de baragouiner l'espagnol. Puis de deux, faire des contacts avec des gens qui étaient en Amérique du Sud, qui, je le rappelle, à l'époque était une colonie espagnole. Ce qui va devenir les pays qu'on connaît aujourd'hui là, en Amérique du Sud, c'est suite à la guerre avec Napoléon, il va y avoir plusieurs révoltes, des rébellions, des révolutions en Amérique du Sud. Fait que Grégor MacGregor, il va se servir un peu de son fame de la guerre en Espagne pour aller en Amérique du Sud servir de mercenaire. Okay. Il a servi notamment avec le fameux Simon Bolivar, qui est un peu comme comment je pourrais dire ça, le patron saint des Latinos. Oui, le bolivarisme qui est comme la réponse à l'impérialisme d'Amérique du Nord. Là. Souvent, il oppose les deux. Oui. Oui. Le bolivarisme, à l'époque, c'était on s'oppose à la couronne d'Espagne. Tu sais. Okay. Puis Grégor MacGregor, qui avait de l'expérience dans les guerres modernes de l'époque, il a servi beaucoup là, à Simon Bolivar et sa gang d'apprendre comment manier les tactiques modernes des Européens. Mais à date, ça n'a pas l'air d'un escroc pantoute, là, ton Grégor. Non, mais tu vas voir, tu m'as coupé là, 2 secondes avant le temps. OK, bon, parfait. Un truc que Grégor MacGregor a remarqué pendant ces guerres-là en Amérique du Sud, c'est que le Royaume-Uni sort victorieux de la guerre contre Napoléon. Napoléon avait détruit tous les autres empires autour de lui,
sauf le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni gagne, c'est qu'à l'époque, on parle de 1817-1820, c'est la seule superpuissance qui reste dans le monde. Fait que les révolutionnaires sud-américains, où est-ce qu'ils vont pour avoir du cash pour financer leurs nouvelles armées, leurs nouveaux pays, par exemple la Colombie, le Venezuela, ce qui va devenir la Bolivie, ben, ils vont à Londres se faire financer, puis ça donne des idées à Gregor MacGregor. C'est là que mon histoire prend tout son sens. Fait que Gregor MacGregor, il voit ça, tu sais, les gens d'Amérique du Sud qui s'en à Londres pour se faire financer, là. C'est souvent, là, tu sais, on s'entend, là, c'est une époque très chaotique, là, de beaucoup de guerres civiles, puis c'est souvent, là, c'est la gang qui a le plus d'armes dans tel secteur, tu sais, qui bosse. Fait que lui, il se dit, ben, je pourrais faire ça, tu sais, moi aussi. Fait que Gregor MacGregor, il monte un gros, ce qu'on appelle en anglais un scheme, tu sais, je veux pas dire un complot, là, plus comme une patente à gosse. Oh, ouais, une crosse. Fait que Gregor MacGregor, il parle avec des potentiaux, des tyrans locaux, puis il s'est donné par un des warlords de ce qui est aujourd'hui le Nicaragua. Il s'est donné un bout de terrain sur le bord de la mer, c'est juste la jungle. OK? OK. Puis il sera à Londres, puis en débarquant à Londres, il dit qu'il est le prince du poirier. Attache là-dessus, là, c'est là que ça décolle. OK. Il fait produire un livre, comme une espèce de, appelons ça l'ancêtre des pamphlets touristiques, où ce qui décrit le poirier, le nom là, qui donne à cette place-là, fictive en fait, où ce qui présente là, qu'il y a des ports, il y a du commerce, il y a une économie locale, il y a même une monnaie. Puis Gregor MacGregor, il fait imprimer des lettres de marque pour échanger, dans le fond, des livres sterling, la monnaie de l'Angleterre de l'époque, pour de l'argent du poirier. Okay. Il engage aussi des j'allais dire des bardes, là, mais on n'est pas à Donjon Dragon, là, des genres de des artistes, des chanteurs, des choses comme ça, pour faire le tour des tavernes de Londres, pour vendre le poirier. Hey, allez voir Gregor MacGregor, il se cherche des colonistes pour coloniser le nouveau pays là, qui a conquéri des Espagnols, le fameux poirier. Mettons que je te dis, Tony, là, en 1820, tu veux coloniser une jungle que l'homme n'a jamais exploitée. Quel genre de gars que ça te prend? Des prisonniers? Des motivés? Des motivés. Ça prend des gens dont la force physique pour travailler la terre. Tu es d'accord avec moi? Ça me va. Mettons que tu veux faire beaucoup d'argent, là, quel genre de gars que ça te prend? Des gars influençables. Ah, des prisonniers ou des esclaves? Non. Ça c'est ce que tu veux pour défricher. Mais Gregor MacGregor, il veut pas se fonder un pays, il veut faire une passe de cash, une crosse rapidement. Fait que ce qu'il va voir à Londres, c'est surtout des artistes, des professions libérales, des gens à qui il promet de devenir fonctionnaires dans le pays fictif du poirier, qui sont souvent là, des troisième, quatrième enfants d'une famille de noblesse. Donc, c'est des gens qui sont pas rompus à travailler la terre, okay. Mais qui ont beaucoup de cash. C'est Gregor MacGregor, il réussit à leur dire, OK, il arraisonne un bateau, il y a un bateau qui va partir telle date pour le poirier. Vous allez avoir besoin de notre argent une fois que vous allez débarquer là-bas. Et sa crosse est tellement sophistiquée qu'il va même jusqu'à produire une espèce de livre dans lequel il décrit les régiments du poirier avec leurs uniformes. Le gars, il avait un petit côté artiste. Puis, fait qu'il envoie 1, 2, 3 bateaux qui partent avec des colonistes, qui sont surtout ce qu'on pourrait dire là, comme des intellectuels, parce que dans le fond, Gregor MacGregor, ce qu'il leur dit, c'est que là-bas, on a déjà la paysannerie locale, les indigènes, la population locale. Il nous manque une élite. Il nous manque une élite. C'est vraiment la patente qui vend, puis c'est ça qui je trouve fascinant dans toute cette histoire-là. Puis il y a beaucoup là, de monde, quand tu lis le livre, là, il décrit là, beaucoup. Là, c'est souvent là, des auteurs ratés de théâtre, beaucoup des artistes qui ont de l'argent parce qu'ils viennent souvent de familles de noblesse. Il réussit à les plumer, puis le bateau part avec ce monde-là à bord. Puis Gregor MacGregor, il continue là, à faire sa run de cash en Angleterre. Les colonistes, appelons-les comme ça, ils débarquent dans la colonie du poirier. Puis au début, ils sont un petit peu confus, là, comme comment ça, c'est comme juste de la jungle, mais ils se sont fait dire il faut que tu rentres dans la jungle, que tu continues à marcher dans telle direction, puis éventuellement tu vas arriver dans les villes du poirier. Puis c'est ce qu'ils font, puis là, les bateaux, ils repartent. Fait que finalement, ce qui se retrouve, c'est avec une centaine de colonistes dans probablement une des pires places au monde à l'époque, c'est-à-dire une jungle qui n'a aucun
infrastructure quelconque, d'un paquet de gens qui savent pas comment, tu sais, quoi faire. Pense le Lagon Bleu, mais comme trash. Ouais. Tu vois le genre? C'est quand même assez particulier, ça, là. Oui. Puis, fait que le body count de Grégor McGregor est quand même assez élevé, malheureusement. Il y a beaucoup les gens vont finalement réussir à se faire spotter par des bateaux qui passent puis se faire ramasser. Je pense qu'ils ont passé l'hiver, tout le genre, quelques mois. Il y a eu beaucoup de morts, surtout dans les enfants et les vieux. Puis, Grégor McGregor, là, tu te dis, ben là, tu sais, comme, genre, il va se faire arrêter par la police, puis il va payer pour ses crimes. Non. On est dans le vrai monde, Tony. Grégor McGregor se rend en France. Un voyageur? Hein? Un voyageur? Ben, Grégor McGregor, il se rend après ça en France, puis il recommence son patente, mais en France, avec des Français. OK. La gamique du poignet, là, pour ramasser du cash. Il fait qu'il commence à faire la ronde à Paris, puis à embarquer du monde dans la gamique. Malheureusement, il y a le mot se passe en des capitaines de bateaux, des choses comme ça, puis éventuellement, ça se rend jusqu'en France, avant qu'il y ait eu le temps que des bateaux partent. Mais son ski était quand même déjà avancé en France. Heureusement, le mot s'est rendu, fait qu'il il s'est fait comme top, il a réussi à se pousser. Il se sauve en exil en Amérique du Sud, mais avec quand même un assez gros moton de cash ramassé. Et c'est ainsi que ça termine là, pas mal. C'est une grosse brique, le livre que j'ai lu, là, mais je vous ai fait pas mal le résumé. Mais, tu sais, comme je dis, à beau mentir qui vient de loin, c'est le livre de The Land That Never Was, le pays qui n'existait pas. Le pas mal assez fascinant. T'écris ça comment? P-O-Y-A-I-S. OK. Il y a une ceux qui sont paresseux. Il y a l'article Wikipédia sur le poignet est quand même assez long et détaillé. C'est un bon substitut. Donc, je vous le conseille beaucoup. Ben, merci beaucoup, Jason. Pour ceux qui aiment les histoires de crasse, là. Très intéressant. Le sacré. Il y a des vendus partout. Hein. Si les gens te demandent de l'argent, faites attention. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, à beau mentir, qui vient de Rouen. Oui, j'ai vu ça. Ben écoute, merci Jason. Content qu'Antifa aille manquer cette coche-là. On se tient au courant. C'était un coup de truc d'histoire, mais ils vont s'en reprendre la semaine prochaine. You bet. Hey, merci, à la prochaine. Bye. Ah, ben attends un petit peu. Peut-être que Chinook a de quoi sur la Beauce pour toi. Non, il est parti, mais vas-y, Chinook. J'ai de quoi. J'ai plein de... Tu savais, la Beauce, c'est là qu'on peut retrouver près de la moitié des érables du Québec. Il y a de la tire d'érable en Beauce en maudit. Bon, écoute. C'est pas pire, ils font ça. C'est encore assez factuel comme fait. Ah, ben il y en a. Non, on avance. Et voilà, hein, c'est notre prochain chroniqueur. C'est Nathan qui s'en vient habiter le couch, hein, comme dans le temps qu'on faisait des parties à plusieurs à Douteux TV puis qu'on avait le droit d'avoir des amis. Comment ça va, Nathan? Ah, ça va super bien. De quoi tu nous parles la soirée? Juste me donner ça marche pas, 2 secondes. Ah, OK. Juste, j'aille me chercher mes petites notes. Il y a des dates qu'il faut que je me rappelle. Des rengaines. Moi, je l'ai déconnecté de son Facebook. Là, il m'a déconnecté mon Facebook. Ça va être plus long. Ben, pendant que lui fait ça, je vais lever le volume. Là, il y a des tanks communistes. Les astis communistes. Ça, c'est les robots capitalistes pilotés par les enfants pour une raison quelconque. C'est bien animé, hein? Le général nous autres, on a un beau crosseur national, là, c'est... Daniel Tadros? Ouais, aussi, mais on a une couple, là, mais dans l'histoire, on a Girod. Tu sais, quand on dit « sacré Girod, mon Girod, toi c'est une expression qu'on dit, ouais, ça, c'était un patriote qui était un des chefs de Saint-Eustache dans le temps, puis il y avait une bonne histoire avec lui. Un beau petit crosseur. Ah ben, Colin. J'en parlerai une autre fois. Là-dessus, c'est Nathan qui nous amène dans le monde, dont on ne sait pas quoi. Yes, regarde, on va aller dedans quelque chose que je m'y connais quand même un peu. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Mais plus précisément, on va parler de speedrun. J'imagine que tu connais ça, Tommy, les speedruns. Oui. Moi, j'ai découvert les speedruns il y a une couple d'années avec l'organisme Games Done Quick, jeu fait rapidement,
qui fait des levées de fonds qui 2 fois par année pour des super bonnes causes. Si vous voyez ça passer pendant que ça passe, c'est un bel événement. Mais tout de suite, le speedrun, j'ai trouvé quelque chose de très naturel là-dedans. Je pense que les jeux vidéo, surtout le rétro gaming, étaient vraiment plus portés à ça. Parce que le but c'était soit de finir le jeu le plus rapidement possible dans les jeux de course d'Atari entre autres, et sinon c'était de faire le plus grand nombre de points possible. Fait que c'était les deux combats qu'il y avait, surtout dans les débuts du jeu vidéo. Et puis ça m'amène à parler de Todd Rogers. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Todd Rogers? Pas en tout. Todd Rogers, c'est le gars qui, en 2012, s'est fait donner le record Guinness du plus long record de speedrun du jeu vidéo ever. OK. Il s'est rendu à la fin à quoi? En 1982, il aurait été reconnu pour avoir fait le plus rapide score au jeu Dragster sur Atari 2600. C'était tellement niaiseux, le jeu-là. Ouais, 3-2-1, tu passes sur le piton, t'attends. En tout cas, fallait tu clutch, là? Fallait que tu changes qu'il y avait de la vitesse. clutch, t'as raison. Mais bon, puis là, l'affaire avec ça, avec Todd Rogers, qui en 1982 aurait ramassé un temps de 5 minutes 51, qui était un temps quand même 4 secondes plus rapide que l'autre temps enregistré sur Twin Galaxies. Parce que Twin Galaxies, avant l'Internet, c'était la référence pour tout ce qui était concours d'arcade de jeux vidéo. Il y a plein de documentaires qui sont sortis là-dessus. Ghost of the Arcade, qui est quand même pas mal cool. Ils reviennent aussi dans King of Kong. Il y en a un autre aussi. Mais là, Billy Mays, c'était comme leur héros. Lui, il est tout tombé. Là. Ça, c'est fini. Ça, c'est un esti de pourri. En tout cas, je sais pas si c'est la fin de ta chronique. Je veux rien puncher. Je t'écoute. L'affaire avec ça, avec Todd Rogers, qui serait non seulement le premier comme speedrunner vainqueur d'un gros record, mais aussi du plus long record, tout ça, ce serait une complète fraude. Parce que qui dit en compétition dit certainement tricheur, jusqu'à un certain point. Mais là, ça avait commencé par, premièrement, il y a des gens qui se sont rendus compte parce que le gars qui racontait son histoire, Todd Rogers, arrêtait pas de dire des choses que les gens allaient vérifier après et se rendaient compte que c'était pas vrai. Premièrement, il n'était pas le premier à avoir été affiché dedans les magazines comme étant celui qui a eu le score à 5,51. Ils étaient 3 en réalité et 2 de ceux-là auraient eu leur score qui aurait été déposé avant. OK. Fait que déjà là, en commençant, il y a Anguille sous roche. Il n'est pas le seul. Là, après ça, si on continue à fouiller dedans ses dires, là, à un moment donné, il y a des gens qui disent que, il y a le gars qui a créé le jeu, le gars qui a fait Dragster, il avait créé un programme, loin des programmes d'aujourd'hui, là, avec l'intelligence artificielle, juste un programme qui ferait la meilleure game que le jeu pourrait permet. Ce qui donnait 5 minutes et 54 secondes. Fait que tout le monde était à 1 seconde du meilleur temps, puis lui, il était 3 secondes plus rapide que le meilleur temps possible. C'est ça. Okay. Puis, c'est ça. Puis là, après ça, il a commencé à démentir. Il a commencé à dire comme quoi il avait été contacté par la compagnie, qui lui avait demandé comment il avait fait. Là, il a donné une méthode où est-ce que, tu clutches avant que ça parte. Fait que là, ça fait que tu peux être en 2e vitesse avant de commencer. Un move qui est complètement impossible. Okay. Puis là, quand il s'est fait dire, c'est parce qu'on a regardé le code et il n'y a rien dans le code qui permet que tu puisses faire ça. Lui, il a dit que les gens avaient oublié de calculer, comment je peux dire, l'aspect humain versus la machine. OK, ouais. Fait que tout le monde a arrêté de poser des questions. Non. Non. Puis au point où est-ce que, justement, en 2012, quand le record Guinness a donné le record du plus long record tenu en speedrun, ça l'a fait relever un petit peu des remous de tout ça. Et avec les nouvelles technologies,
il y a quelqu'un qui a programmé un réel TASBot, un robot pour faire le meilleur score possible. Et le meilleur score possible est en fait 5 minutes et 57 secondes. Donc, ce qui se serait passé, c'est que les premiers scores, dans les 2 premiers, avant Todd Rogers, qui avaient fait leur score, il fallait juste envoyer une photo du scoreboard à la fin. Et c'était pas, il demandait pas d'inscrire le score ou quoi que ce soit. Fait que ce qui a dû se produire, c'est que le 7 devait être un petit peu flou dans l'image. Pour les deux, il ressemblait beaucoup au 1. OK. Fait que là, quand Rogers il a vu ça, ben lui, il s'est dit, mais là, moi, comment je fais pour redorer mon image? Parce qu'il y avait un score de 5,54. Puis là, ben, il a triché. Il a carrément triché. Ben, même à 5,54, il trichait. Si le plus rapide possible, c'est 5,57. Ben, c'est que à 5,54, ouais, il avait triché quand même, mais il n'était pas le seul à avoir fait ça. Ouais. C'était discutable. Puis c'est ça. Puis là, tout ça, là, tout ça au complet, là, c'était pour des likes puis des partages avant l'Internet. Ben oui. C'est ça le plus hot là-dedans. C'était pour redorer son image, devenir une star et aussi, en même temps, permettre aux gens scrupuleux de Twin Galaxies de redorer leur image. Ce qui mène à, justement, King of Kong, le célèbre Billy Mitchell. C'est ça, Billy Mitchell. Billy Mitchell, lui, là, on le sait maintenant, les preuves sont faites. Il a faké son score. Et la personne qui l'a aidé à faire ça était copropriétaire avec lui de Twin Galaxies quand il a faké ces scores-là, un certain Walter Day. Et Walter Day est la personne qui aurait donné le sceau d'approbation. Il faisait trop confiance à Billy Todd Mitchell. Rogers. Ah, Todd Rogers aussi? Ouais. Ah, ben là, ça apprécie. Fait que là, c'est Walter, là, c'est un tout héritage de scraper. Puis, un petit parallèle avec ça. La seule raison pourquoi ça s'est retrouvé dans le record Guinness, tout ça, et ainsi de suite, Twin Galaxies ont dit dans le temps qu'eux, ils s'étaient fiés sur Activision, qui était la compagnie qui avait publié le jeu. Et le fait que les records Guinness approuvaient aussi eux-mêmes. Mais là, c'est comme un genre de circle jerk de Twin Galaxies dit que c'est OK. Fait que c'est pour ça que Activision dit que c'est OK. Fait que c'est pour ça que les records Guinness disent... Ouais, je comprends. Fait que c'est devenu une grosse spirale de c'est qui vraiment en arrière qui a vérifié tout ça. Et maintenant, on sait que c'est personne. C'est toute une histoire inventée du début à la fin. Il n'y a jamais eu aucune de ces choses-là qui se sont passées. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un soir, Walter Day il a changé le score du top score pour celui de Todd Rogers. Puis après ça, ils ont commencé à raconter une belle histoire pour faire grimper la valeur de la compagnie pour pouvoir la revendre à plus offrant. Et il y a quelqu'un qui commente, Billy Mitchell a exactement la même rhétorique que Trump. Je l'ai effectivement entendu souvent parler de fake news, puis du fait que tout le monde voulait lui enlever son titre de Greatest Gamer of the Century, parce qu'il y avait eu ça au tournant du siècle. C'est quand même assez plate que ce nouveau domaine de compétition totalement frais, puis très accessible, parce que n'importe qui peut jouer à des jeux vidéo, ce soit autant... Tu sais, c'est pas des heures de noblesse, les débuts, finalement. Là. Plus qu'on creuse, plus c'est laid. Même dans King of Kong, le gars pour qui on vient qu'apprendre contre Billy Mitchell, finalement, il paraît que c'est pas un humain super sympathique à avoir dans ses parties et ces affaires-là. Donc, faites attention à vous autres si vous êtes gamer. Continuez à respecter la réalité. Hein. Puis peut-être une petite conclusion, par contre, intéressante par rapport à, justement, Billy Mitchell, qui... a pris comme habitude d'envoyer des mises en demeure à tout le monde qui parlait contre lui. Même, entre autres, un YouTuber qui a mentionné cette situation-là dans un de ses vidéos YouTube. On parle d'une mention de 20 secondes, peut-être, de même pas s'étirer sur le sujet. Puis il lui a envoyé une mise en demeure sous peine de poursuite dans les millions de dollars.
parce qu'il ne faut pas parler de ça. Mais le dernier acquéreur de Twin Galaxies, lui, il est là pour faire le ménage. Fait que Twin Galaxies, récemment, ont envoyé une mise en demeure en retour à Billy Mitchell de plusieurs millions de dollars avec, comme quoi, entre autres, bris de contrat à la vente, parce que dans le contrat à la vente, c'est stipulé qu'il ne faut pas qu'il ait fait des magouilles pour essayer d'augmenter la valeur de la compagnie. Bon. Stipulé noir sur blanc. Donc, c'est sûr que Billy Mitchell, à ce niveau-là, il ne pourra pas se défendre. Fait qu'il y aura justice un moment donné. Ça va pas dans la bonne direction, c'est sûr et certain. Voilà. Hey, merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait plaisir. Caroline, on vient d'en apprendre. C'est quand même assez intéressant. C'est spécial que toutes ces affaires-là sortent présentement, mais il y a quand même un gros cosme de gens qui essayent de rendre ça correct, là, de réparer les gaffes qui ont été faites par le passé. Ça t'empêchera pas, Nathan, de recevoir de la part de notre Chinook d'amour un fait beaucesque. Ouais, juste un petit peu avant, on vient d'apprendre que douteux.org vient de recevoir une mise en demeure d'un certain Billy M. Ouais. Il y a fucking frog. Ouais, c'est effrayant, ça brasse. Hein? Ouais, un petit fait, en Beauce, il y a quelques années, on a retrouvé une vieille tomate de notre patrimoine, la mémé, qui appelle. C'était un vieux, il y avait comme une trappe dans son grenier. Dans son grenier, c'est ça. Puis là, il a trouvé des vieilles semences dans une enveloppe. Fait que lui, il a dit, crème, on va essayer de les faire germer. Puis là, sur 200 semences, il y en a 3 qui ont réussi à pousser. Lui, il dit que c'était vieux, de plus de 50 ans, ces semences-là. Fait qu'il a réussi à en faire pousser une coupe. Puis c'est ça, il y en a une particulière qui avait réussi à faire pousser. Ah, il paraît que lui, il y en avait une de cette tomate-là. Elle pesait 2 livres et 3 quarts. Oh, tabarnak, hein? C'est pas le genre d'affaire que tu lances dans ton artiste non préféré, hein? Ouais, c'est une maudite grosse tomate. Puis c'est Gérard Parent qui a retrouvé ça. Mais il voulait pas donner son nom à la tomate parce qu'il voulait pas commencer à se faire harceler. Là, oui, la Gérard. Ouais, c'est ça. Il a appelé la mémé. La mémé, c'est faire. D'ailleurs, Gérard, c'est le nom de mon grand-père. C'est capoté. Tout est là. C'est un pépé, c'est un peu comme une mémé, c'est juste que ça pisse debout. Ouais. Tu voulais-tu dire autre chose, toi, Nathan? Et voilà, vous pourrez retrouver Nathan demain soir sur les ondes de DTL de Douteux TV. Hey, merci à lui. Ça veut dire que là, je suis extrêmement content de vous annoncer qu'on est rendu non seulement aux défendeurs de l'espace en bas, je pense que la version française, c'est les transformateurs de l'espace, je suis plus trop sûr. Mais en fait, on a un nouveau chroniqueur, très, très, très content qu'il aille accepter. C'est quelqu'un qui habite de sublime façon l'underground québécois, un créateur de contenu indie du nom de Thierry Havard. Si tu entends ça, Thierry, ça va être le temps de téléphoner. On va pouvoir lui fournir à lui aussi un fait sur la Beauce, quelque chose qu'il pourra apprendre. C'est très le fun pour ça de faire les 70% ici sur Twitch via téléphone. Oui, des fois, Antifa attaque et nous scrape le fun en allant scraper la chronique à Bruno, mais d'autres fois, on peut parler avec Thierry Havard qui est loin de Montréal. Comment ça va, M. Havard? Ça va très bien. Ça fait plaisir de participer à l'émission cette semaine. Hey, je te garantis que le plaisir est plus de notre bord. De quoi tu nous parles ce soir, mon cher? Eh bien, je suis pas fier de moi, mais j'ai recommencé à gratter de la loterie. C'est donc de ça que je vais parler. Je pense c'est quelque chose que je pensais avoir réglé pour de bon, là, mais... Tu grattes des gratteux de manière problématique, genre? On n'a pas à s'inquiéter. Pour l'instant, c'est pas problématique. Là, je pense que c'est pas un problème, mais je pensais c'est quelque chose que j'aurais dû éviter pour toujours. OK. Mais là, parce que plusieurs années, j'étais un véritable accro des loteries à gratter. OK. Dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai faite, moi, ça a été de m'acheter des cigarettes, de la bière et des billets de loterie à gratter. OK. Et c'est ça qui m'est resté le plus longtemps. J'ai eu le plus de mal à me défaire. Et c'est un penchant que j'ai documenté sur ma chaîne YouTube, Jeff Sacoche. Oui. Pendant un certain temps. Dans la réalité, c'est encore pire que ce qu'on pouvait voir dans les vidéos. J'ai dépensé jusqu'à 50 $ par semaine en loterie. Je suis quand même content de pouvoir dire que en tant que tel, tu sais, c'est un petit moyen de
petits gains de 4-5 $, des fois 10. Mais c'était rarement plus que la moitié de ce que je dépensais. Là. OK. Mais tu sais, c'est ça. Les loteries à gratter, je pense que j'étais pas dans les pires accros, mais moi, je pense que si j'avais pas été accro aux loteries à gratter, j'aurais probablement un meilleur coussin aujourd'hui. Là. Je comprends. Ben, 50$ par semaine, ça commence à être... ça fait 200 par mois. Là. Ça va quand même assez vite. Est-ce que c'est le feeling de gratter qui t'aime? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Ben, j'aime le feeling de gratter, j'aime le feeling de gagner, de penser pouvoir gagner peut-être certains billets qui permettent de gagner des prix de quasiment 10 000 $. Ça change quasiment 1 ou 2 mois d'une vie, ça. Ça, c'est sûr. Mais, ouais. T'as-tu un outil préféré pour gratter? Ah, c'est bon, ça. Un quoi? Un outil? Tu veux prendre une scène noire, un gratteur à ticket, genre? Ben, j'ai commencé avec des 25 cents, mais je trouve que ça va encore mieux avec soit une pièce, soit un 2 piastres. Je sais que... OK. Moi, je trouve que c'est probablement la meilleure façon, c'est avec un 2 piastres. Ça couvre plus de surface, ça va plus vite. Moi, j'aime ça quand ça va vite. C'est pas quelque chose que je prends mon temps. J'aime les billets aussi qui... J'aime les billets que c'est pas trop de fascinage, là, que c'est pas... Il faut que tu grattes un petit truc, ça prend une éternité. Moi, je préfère aller vite, mais... En tout cas, j'avais réglé ça, la loterie. T'as l'air d'être comme un des experts de la patente, puis je me suis tout le temps demandé, tu sais, l'affaire nulle si découvert, là, mettons que tu gagnes, puis que par erreur, tu le grattes, ça, est-ce que ton billet, il est scrappé pour vrai? Ben, mais je sais pas s'il y a plus ça aujourd'hui, parce qu'il me semble que si je regarde un des billets que j'ai à côté de moi, il n'y a pas de case nulle si découvert. Donc, je pense que ça n'existe plus, ça. OK, bon. Ça n'existe plus. Si ça existait, ce serait assez... moi, je serais contre, là, personnellement, parce que si tu y vas vite et que tu es un peu passionné par ton geste, ça se pourrait que tu grattes le nul si découvert. Mais bon, la plupart du temps, de toute manière, la plupart des billets sont perdants, là. Cet égard-là. Oui. Ils appellent ça une taxe volontaire, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment un certain pourcentage d'accros qui finance cette chose-là, mais il faut dire que le plaisir de gratter, c'est quelque chose de vrai. Oui. Ouais. Ben, j'avais réglé ça, puis ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté. Mais j'ai pas pu résister à la tentation. J'étais à la pharmacie en arrière d'une dame qui a validé ses billets à la pharmacie. Puis elle voulait s'en choisir des nouveaux. Ça peut prendre un certain temps si tu en achètes une vingtaine, une trentaine. Là. Ouais. Puis je sais que ça arrivait à beaucoup de gens, cette anecdote-là. Mais moi, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Puis je croyais pas que c'était possible que ce soit aussi long, d'avoir autant de billets de loterie à faire valider. Moi-même, dans mes pires moments, ça avait jamais... j'avais toujours été du genre plus à avoir mes billets gagnants, à aller dans, disons, 5-6 endroits différents pour essayer de brasser les cartes du hasard. Là. OK. Et c'est ça. Donc, je commençais à me demander pourquoi est-ce qu'ils vendent des billets à la pharmacie. C'est des billets de loterie à la pharmacie. Je trouve que c'est pas tout à fait logique. Je comprends les barres de chocolat, les chips, c'est une nourriture. Mais la loterie, c'est une question qu'on pourrait se poser en tant que société. C'est pas sain de... Pharmacie, c'est censé être la santé. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, peu importe. C'est pas la réponse à cette question-là. Ça doit être pour le bon vieux profit, sûrement. Là. Non, c'est ça. L'argent, toujours l'argent. Et voilà. Ça a même été très long avant que les pharmacies arrêtent de vendre des cigarettes. Ils vendaient les cigarettes puis les patchs de cigarettes un à côté de l'autre. C'était quand même assez weird, ça. Non, ça, c'était une époque assez sombre dans l'histoire des pharmacies. Puis, bon, c'est aussi la dame, peut-être elle va gagner le gros lot, peut-être qu'elle a déjà gagné, mais une fois que c'est le plaisir de gratter est tellement... Puis ça m'a rappelé tout le bonheur que j'avais, moi, à gratter ça, des billets de loterie. J'en ai acheté. J'ai fini par m'acheter... Il y a un nouveau billet de loterie, je pense, au mois de février, qui est sorti, qui s'appelle Atchoum le chat. C'est des billets à 2 piastres, je m'en suis pris une dizaine. Puis le but de ça, là, à Tchoum le chat, c'est de découvrir des 2 symboles dans l'une des 12 cases du jeu pour gagner le lot associé à la case. Vraiment, c'est très standard comme billet. Effectivement. Sauf que le billet est à l'effigie d'Atchoum le chat. Si vous connaissez ce chat-là, c'est un chat qui est très connu sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu parler. T'as entendu parler d'Atchoum le chat? Ouais. Tu sais, je vais faire une recherche pendant que je t'écoute, mon cher. Certains symboles dans le billet, par contre, c'est que la thématique du chat est respectée. Il y a, mettons, tu grattes un peu, puis c'est un
petits bols, comme les chats, ils mangent leur nourriture dans un bol, me semble. Là. Ouais. Il y a toutes sortes de choses, des colliers, tu sais, des thématiques chats est respectées jusqu'à un certain point. Ça fait que ça rend ça plus ludique encore que le fait d'acheter un billet avec un chat dessus. Donc, moi, avec ça, j'ai gagné 2 fois 2 piastres sur 10 billets, ce qui est pas très bon, là, étant donné que tu as une chance sur 4 de gagner. Non, dans le fond, c'est à peu près ça. OK. Une chance sur 4 de gagner quelque chose. Mais moi, j'ai juste gagné le strict minimum, c'est-à-dire $2. Puis, ça m'a permis de me procurer un billet du gagnant à vie, qui est un de mes billets préférés, parce qu'il n'y a rien de plus beau, cette idée-là, de recevoir à vie par semaine $1,000. Moi, je trouve que c'est... Ça fait rêver. Hein? C'est sûr que c'est celui qui... Oui. Moi, c'est celui que j'ai souvent favorisé, mais des fois, il faut vraiment aller ailleurs, parce que ça se peut que... On ne sait jamais. Mais toujours est-il... En grattant le gagnant à vie, j'ai failli gagner $8 dans 3 jeux différents. Wow! Donc, mais j'ai pas gagné les $8. Fait que chaque fois, c'est presque $8. 2 icônes, $8. Là, j'ai failli avoir le $8 il manquait un coquillage pour avoir le $8. La frustration de tout ça. Puis j'ai eu une idée qui me semble être intéressante, puis peut-être que vous allez être d'accord ou pas. Mais... Non, on est là. Oui, je vais vous la dire. Là, mon idée, c'est que au lieu de donner des chances infinitésimales de gagner des milliers de dollars ou des millions, Loterie de Québec devrait tout réinvestir l'argent des gros lots pour que chaque billet de loterie vendu permette une fois sur 2 de gagner $8. J'ai pas fait le calcul si c'était équivalent dans les chiffres des gros lots, parce que des fois, il y a des gros lots assez élevés, hein, quasiment 50 millions. Oui. Puis, si on prenait ces 50 millions-là, puis qu'on disait chaque billet, mais c'est pas chaque billet, c'est une fois sur 2, un billet permet de gagner $8. Puis tu viens pas riche avec ça, mais t'es content pendant, je sais pas moi, 5-6 minutes, puis tu peux te racheter d'autres billets après ça, ou bien prendre l'argent puis réinvestir ça dans l'épicerie ou n'importe quelle chose. Là. Avec $8, on peut s'acheter un gazou. Des bas neufs. Ah oui, des Joe Louis. Écoute, tout ça fait. Oui, c'est ça. Puis, comme c'est là, moi, j'ai fini de me faire avoir. Je ne penserais pas de beaucoup racheter de loterie. C'est sûr, je dis ça à chaque fois, puis peut-être ça va encore empirer. Là, on est au stade aussi où si c'est ta fête, c'est pas une bonne idée de t'acheter un ticket, là, parce que tu vas peut-être sombrer là-dedans. Ben, moi, ce que je trouvais le fun des fois à ma fête, parce que donc ma famille, ils savent que j'aime beaucoup la loterie. C'est le genre de choses que c'est dur de garder ça un secret, parce que ça fait de l'espèce de poussière, de vernis, de billets de loterie. Il y en a partout, puis ça tache les doigts des fois. Puis c'est dur de garder ça un secret. Donc mes parents, ma famille, mes frères, mes soeurs, tout le monde sait que ils m'achètent les billets en gang. Ils achètent les billets à $50. Parce que c'est sûr que j'achèterai pas ça. Là. Ça prend quasiment une demi-heure à gratter. Il y a tellement d'affaires, de jeux, de trucs. Tu as même une chance de peut-être aller à la télévision, à l'émission Célébration de l'année, là, à la fin de l'année. Okay. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que un autre de mes rêves, en plus de gagner de l'argent sans vraiment travailler c'est d'aller à la télévision. Oui, on trouve. Un jour, on va t'arranger ça, c'est sûr et certain. Oui. En tout cas. Écoute, Thierry, c'était super intéressant de t'entendre là-dessus. On espère que c'est un problème qui te reviendra pas. C'est bien aussi que tu aies le courage d'en parler en public comme ça. C'est sûr, mais j'exagère un petit peu pour la chronique. Là, écoute, certain. Et c'est pas juste à toi que je dis qu'il y a certainement des ressources. Hein, si vous avez des problèmes de gambling ou ces affaires-là, il n'y a aucune honte à avoir que d'essayer de chercher de l'aide là-dessus. Écoute, Thierry, peut-être tu peux nous parler de tes projets présentement. C'est quoi la chaîne que tu peuples le plus sur YouTube ces temps-ci? Je suis pas mal pas mal les deux égaux là, pour l'instant, mais j'ai des vidéos sur pas mal toutes mes chaînes régulièrement. Je prépare une vidéo prochainement pour Kevin Brunure, la chaîne Kevin Brunure. Je vais avoir une vidéo à propos de... Ça va être un sujet qui va concerner ma ville natale de Saint-Hyacinthe. J'ai l'impression que ça va peut-être donner envie à bien des gens d'aller faire un petit pèlerinage à Saint-Hyacinthe. Je suis un peu de J'ai bien hâte de présenter ça.
d'ici la fin du mois d'avril. Ben, on a très hâte de voir ça. On peut rappeler que Thierry Havard sévit sur les chaînes YouTube de Jeff Suacoche et comme là, on vient d'apprendre, de Kevin Bruneur. Écoute, merci beaucoup Thierry. J'ai été très content de t'avoir à 70%. Puis on verra si ça te tente de poursuivre l'aventure, mais c'est sûr que tu es le bienvenu. Ah ben, ce serait bien le fun. Merci à vous de m'avoir invité. Puis... je me sens comme tout excité. Merci beaucoup Thierry. Fais attention à toi, buddy. Un plaisir. Bonne fin d'émission. Hey, toi aussi. Bye. Oh là 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 là. Ah, ben, en même temps, t'as un fait sur la Beauce. Ouais, on peut parler de la Beauce un peu. Ah oui, ah oui, ça là, c'est intéressant parce qu'on parlait des Antifas. Pis tout, oui. Tu vois, il y a quand même quelque chose de relié à Antifa à la Beauce. Ah! Ouais, c'est Raoul Roy. C'est comme ça son nom, ouais. Lui, il avait créé l'Action socialiste d'indépendance du Québec. OK. Puis, dans le fond, lui, il est réputé pour être le père du FLQ. Oh! Fait que le père du FLQ viendrait de la Beauce. Fait que, écoute, il y a toutes sortes d'idées qui viennent de là, hein? Ah, si ça apprécie, faites attention à vous autres, les Beauce maniacs. Là-dessus, on va aller rejoindre notre autre chroniqueur. Est-ce que je parle à Saint-Jérôme? Non, Saint-Jérôme est encore pogné avec son nouveau variant ascendant. Colin. Donc, c'est Joliette. Oui, c'est Joliette qui est là avec vous aujourd'hui, puis mais je ne suis pas venu seul. J'ai quand même Paulette Sainte-Foy avec nous. Parfait. Ça, c'est tout le temps plaisant, vos affaires de conférences téléphoniques. Hein. On est en train de parler avec nos amis du Revoir, la page Facebook très populaire, qui vendent des trucs et qui nous jasent ce soir de quoi? Ben en fait, écoute, on est venu ici parce que on t'aime beaucoup, Tommy, puis que tu nous donnes vraiment beaucoup de visibilité puis de likes. C'est notre leitmotiv principal pour être ici ce soir. Mais au-delà de ça, on a quelques petits sujets à toucher aussi, évidemment. Puis je pense aussi que notre ami Corbin s'est fait censurer. Et à ce sujet, on a quand même l'information qu'il voulait divulguer. Mais semble-t-il que des forces supérieures Illuminati ont censuré sa ligne. Ça n'a pas pu se rendre à nous. Je pense que Sainte-Foy, il y a de l'information pour nous à ce sujet-là. OK. Crème. Let's go, Sainte-Foy. La bonne information, là, c'est que, comme il disait, il y a une chance sur 1 million là, à peu près d'avoir une thrombose quand on se fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Et ça, quand on regarde ça factuellement, là, c'est des chances qui sont un petit peu moins élevées que de rencontrer Yves Corbeil à la suite d'un billet gagnant. Ouais. Mais ça, là, Tommy, il faut que les gens le sachent. Puis, tu sais, c'est ça, on est victime de censure. Là. Pareil comme Mathieu Bock-Côté, hein, c'est très vrai. L'homme blanc, particulièrement au Québec, c'est plus possible de parler. C'est impossible. Il n'y a plus aucune manière de parler entre nous puis de diffuser nos idées. Nous, les hommes cis, blancs, québécois de souche. C'est très difficile. Tu peux pas parler, Jack? Ben oui, Chinois qui essaye, ça marche pas. Puis ça va même plus loin que ça, Tommy. Nous, là, on fait des publications qui sont pro-vaccin, tu sais, mais on utilise l'ironie, tu sais, on fait parler des Covidio dans nos posts. Oui. Puis Facebook a pris une nouvelle tangente de nous censurer pour désinformation au sujet des vaccins. Et on se retrouve même muselé, complètement bloqué de toute interaction Facebook, alors qu'on tente de faire le bien. Est-ce que c'est vrai, ça, genre, le Revoir a des problèmes Facebook ces temps-ci, ou... Je te dirais que c'est une constante. Quand tu es un producteur de contenu dans l'univers mimétique, ce n'est pas limité au Revoir. Toi-même, Tommy, je pense que tu as vécu des imbroglios récemment en te frottant à notre ami l'artiste. Oui. Donc, mais c'est nouveau, par contre, l'algorithme de Facebook qui, je pense, tente de faire une bonne job, tu sais, de dire on va limiter la désinformation, mais évidemment, dans le format qu'on fait, ça se perd dans les traductions quand c'est un ordinateur qui est en charge de garder la garderie. Oui, effectivement. Il n'y a rien à redire là-dessus.
Je suis d'accord. All right, mais on tombe dans des choses peut-être un peu plus sensibles et sérieuses. Cette fois, je pense que notre premier sujet est bien mûr pour être abordé. Oui, ben, c'est en effet le moment. Écoute, c'est une triste fête, là, mais bon, on a atteint la barre du 10e féminicide ces temps-ci. Donc, en fait, le gouvernement a trouvé un moyen super efficace d'arriver, en fait, d'éviter les féminicides qui se perpétuent. Ils ont décidé de faire en sorte d'avoir un couvre-feu permanent pour les femmes. Comme ça, ça va permettre non seulement d'être vacciné, ça va permettre de donner de l'argent dans les églises pakistanaises, mais en plus, il n'y aura plus de problème parce que tout le monde sait que les féminicides, ça se passe pas ce soir. Oui, effectivement. Mais moi, Sainte-Foy, je questionne pas notre bon gouvernement puis ses politiques duplessistes envers les femmes, loin de là. Mais c'est pas généralement dans leur maison par leurs conjoints qui sont tués les femmes victimes de féminicide. Ça me semble contre-intuitif comme mesure. C'est ça. Ça, c'est au niveau du ministre Dubé là, qui s'occupe de ça. Écoute, les affaires de couvre-feu, c'est sans retard. Puis bientôt, ça va être probablement Benoît Charette, le futur ministre de la Condition féminine, étant donné qu'il hérite un petit peu de tous ces dossiers-là, que la CAQ n'est pas trop. Oui. Écoute, il y a une amie noire puis une amie femme, fait qu'il est qualifié en masse. J'ai même entendu. C'est quand même assez triste, hein, ces affaires-là. C'est vraiment, vraiment très triste. Oui, parce que si on sort des blagues, ça demeure tout à fait révoltant. Puis c'est pas pour rien que dans un petit gag, on évoque les églises pakistanaises. C'est parce qu'effectivement, ça semble beaucoup plus prioritaire de rénover des églises que personne va dedans. Parce qu'on débloque des fonds supplémentaires pour faire des choses comme ça, alors qu'on dit évidemment aux organismes responsables de s'occuper de la sécurité des femmes qu'on n'a pas assez d'argent, on est en période très austère, le COVID, puis tout. Ouais. Mais au moins, on va avoir des belles églises. Ah oui. Voilà. Tu sais, c'est ça une civilisation, c'est ça une société, c'est de faire des choix, hein? C'est ça. Puis parlant de choix, il y a des gens, 14 000 personnes, je crois, ont fait un choix questionnable, je dirais, mais bon, ils ont fait leur choix. Éric Duhem est maintenant à la tête du Parti communiste québécois. Hey, hein, ça a-tu été surprenant, ça? Ah, le Parti communiste. Il a gagné la course contre un gars qui est encore moins connu que le chef du PQ. Faut le faire. Oui, effectivement. Tu sais, dans le fond, Éric, il était rejet à l'école, mais comme il était quand même le bully de ce gars-là. Elle est excellente. Hey, mais je sais même pas c'est qui les autres qui étaient candidats à la chefferie du Parti communiste, comme vous dites, là. Il y en avait juste un, puis tu sais, nous on est peut-être plus politisés que la moyenne, mais j'arrive toujours pas à me souvenir de son nom. Exactement. David, François, peu importe, un gars là. Est-ce qu'on peut s'avancer puis dire que c'était un homme blanc, cis, qui avait vraiment beaucoup de difficultés à parler sur les médias? Je pense que oui. D'ailleurs, ça doit être le lobby homosexuel qui l'a muselé, parce qu'on n'entendait parler que d'Éric Duhem à travers toutes les communications de ce parti-là. Donc, je pense sincèrement que c'est une question très gauche radicale qui a amené Éric Duhem à gagner son pari. Encore Antifa, ils sont partout, Colin. Partout. Il ne peut pas y avoir de vie homosexuelle, étant donné que Éric est le dernier. Voilà. C'est vrai, il n'y en a plus. Ça prend une autre raison, ça prend les Antifa. Merci, Tony, de m'avoir ramené à l'ordre. Écoute, moi, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Hein, le lendemain. Le plus gros pétard mouillé que j'ai souvenir d'avoir vu de toute ma vie, c'est Éric Duhem qui avait dit « J'ai une grande nouvelle pour vous ». Et la grande nouvelle, quelques jours plus tard, c'était qu'il était homosexuel. Et à ce moment-là, tout le monde s'en est calissé. Ouais. C'était de toute beauté. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. C'était de toute beauté.
C'est pour ça qu'il s'est senti comme étant le dernier des gays, parce que, ben, évidemment, personne n'a d'intérêt pour cette notion. Et voilà, c'est dit. Hey, mais au-delà de ça, Éric Duhem, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, est cher à ton cœur, Tommy. Hein? Je te vois souvent dire des choses comme « Oh, Éric Duhem, je me fais plus, je l'aime tellement. » Puis souvent, à part de ça, j'ai lu beaucoup ça sur ton mur ces temps-ci. Je me trompe-tu? Ben, en fait, c'est exactement ça, mais à l'envers. Ah, OK. Ben, c'est ma force à force de revoir les choses, notre prisme est un petit peu inversé. Oui, voilà. C'est bien dit, ça. Mais Jeff Fillion a aussi annoncé que son ami Éric était son dernier espoir. Je sais pas si tu as vu ça. C'est comme si c'est un appel à l'aide. Si Éric ne devient pas le premier ministre du Québec, je pense que Jeff, son chien est mort. Ah, ben écoute, on souhaite de mal à aucun chien, mais si Jeff souffre un peu, peut-être ça va le raisonner. Écoute, moi, me semble, ça fait un bout de temps qu'il a l'air de souffrir, cet homme-là, mais en tout cas, l'appel de la raison, parfois, peut être long avant de... Oui. Ça sonne engagé. Oui, effectivement. Puis bien sûr, quand je dis souffrir, c'est pas physiquement, là, c'est juste un inconfort mental et moral pour essayer de recibler ça, là, de le replacer, là, comme brasser les idées, bourrasser l'intérieur de Jeff Fillion. Voilà, c'est important de préciser parce que rapidement, quelques mots sortis de son contexte peuvent surveiller rapidement contre nous. Et voilà, oui, j'ai déjà vécu ça. Puis vous autres aussi, sûrement. Ouais, ben, des fois, on utilise la technique, mais pas dans des buts mesquins, mais quand même, on n'est pas toujours nécessairement les gens les plus honnêtes dans notre approche, mais par contre, on a toujours un objectif qui, lui, est honnête. Ah, ouais. Mais tout ça pour ça, je vais laisser quand même cette fois poursuivre parce qu'on ne veut pas abuser de ton temps, Tommy, non plus, juste pour jaser. Bien sûr. Oui, écoute, pour poursuivre, on va rester pas loin de Jeff Fillion, puis toujours dans le sujet de Éric Duhem. Il y a Richard Martineau qui, sur son Facebook, qui espérait qu'Éric ne deviendrait pas le prochain porte-parole des Coupes. Ça, écoute, il faut croire que notre Richie Boy, il n'a pas trop suivi la carrière de son ami Éric, parce que, bon, c'est un petit peu ça l'essentiel de ce qu'il fait. Je suis très d'accord. Puis bon, c'est bien malheureux, parce que justement, c'est des mots qui peuvent venir à Richard, tu sais, c'est une chronique qui fait un petit peu d'une relation de ce qui va se passer dans le futur. Ben là, ça s'est passé dans le passé, puis il n'a même pas été capable de suivre. mais ça, tu dis que ça pourrait aider, mais ça me semble plutôt être quelque chose qui utilise à son avantage. Ah, je ne le savais pas. T'es excellente. Vu comme ça, c'est vrai qu'il va pouvoir nier un petit peu mieux que ce qu'il fait d'habitude. Oui, effectivement. Oui, comme après avoir alimenté tout ce qui fait qu'on est pogné avec un 30% de conspirationnistes au Québec à travers l'islamophobie, aujourd'hui, il peut s'en laver les mains et dire que c'est toute une gang de pas bons anti-vaccins. Pourtant, c'est des gens qui a élevé grâce à sa tribune pendant 10 ans. C'est vrai. Exactement. C'est leur papa spirituel. Voilà, mais comme qui les a reniés, clairement. C'est le papa qui est parti s'acheter un paquet de cigarettes et j'en ai revenu. Richard Martineau est allé s'acheter un paquet. Exactement. C'est niaiseux. Mais bon, revenons à l'autre papa de ces gens-là qui est toujours Éric Duhem. Hein? Oui. Lui, à la suite de sa triomphante victoire contre un inconnu, Éric a publié une belle photo de lui qui regarde sa fenêtre, c'est tout cute, il a l'air d'un grand stratège politique. Trump avait environ le même cliché. À la différence près que, en fait, pour citer Éric, il dit que c'est le temps pour lui de me repos du guerrier qui est bien médité. En regardant la photo, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il avait déjà commencé à se reposer le guerrier sur un somptueux fauteuil de cuir qui arbore une gigantesque trace de fesses. Mais comme un bon 3 pouces de profond, là, comme, tu sais, ça fait au moins 3 heures qu'il se repose le guerrier, là. C'est lui prendre la photo de dos dans la fenêtre, mais tu sais,
tout cas, pas un guerrier qui travaille bien fort. Ouais, non. Ou il travaille assis, mettons. On pourrait peut-être y laisser ça. C'est peut-être un guerrier du clavier, finalement. Ça, il y en a quelques-uns, c'est assez. Sacré Éric Duhem. Ah, le pauvre. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ouais, c'est... Moi, en fait, je lui souhaite la meilleure des chances parce que je suis de ceux qui font l'analyse que chaque vote pour Éric Duhem, c'est un de moins pour la CAQ et ça, pour moi, c'est des très bonnes nouvelles. Ouais, il va sûrement diviser une tranche. Il y a aussi la gang de citoyens au pouvoir de Stéphane Blais qui se ramasse un petit peu le cul dans l'eau. Là. C'est un petit peu toute la même gang de voilà, là, je veux dire. Tant mieux s'ils se divisent le vote de droite. Là. Je suis pas mal certain qu'Éric va ramasser sans aucun scrupule toute cette jolie organisation de coucou. Oui, hein, c'est très possible. Ça va devenir un collectif en intérêt du Parti conservateur. Blais, s'il ne se ramasse pas en prison, il va se faire lénicher par ses propres admirateurs bientôt, là, avec son autre 27 000 $ de ramassé pour aller manifester avec des toilettes chimiques qu'il n'a pas le droit d'aller livrer à... En tout cas. Ouais. Mais ça, c'est Dan Pilon, hein, c'est pas Blais, il n'est pas lié à ça. Excusez, tu vois, je me suis mélangé. Merci. C'est pas grave, on est là pour parler, hein, on va dire. Je mélange les Dan, moi. Dès qu'ils sont conspirationnistes, Dan. Ça va dans le même folder. La gang, c'est la gang. La gang, c'est la gang. De toute façon... Oui? De toute façon, c'est tout des comptables. Voilà, c'est dit. Est-ce que ça reste tous des comptables, cette gang-là, tous les gourous. Oui, effectivement. Même François Legault, hein? Oui, c'est vrai. Il y a juste Alexis qui est comme un démonologue, là, capable nécromancien, level 12, une affaire de même. Qui mange la merde. Hey, on a un dernier pour toi aujourd'hui, Tommy, rapidement. Oui. C'est Saint-Fou qui gère nos finances. Fait que je vais lui laisser la parole concernant le budget fédéral. OK. Oui, ben c'est ça. Ça tombe bien parce qu'on parlait de comptable, donc maintenant on tombe au budget. Écoute, aujourd'hui, on a eu droit au premier budget de Christian Freeland. Oui. Il y a une affaire qui me fait questionner un petit peu ce budget-là. C'est le désir du fédéral de monter un réseau de garderies qui ressemble pas mal à celui qu'on a au Québec. Moi, j'attends la confirmation du grand Alexis Crofette-Strudel. Il va falloir qu'il nous le confirme parce que c'est une grosse information, là. Mais bref, je suis pas mal sûr que c'est pour garnir le réseau de bébés pour les séries satanistes. Officiel. C'est certain qu'ils ont gaspillé, on peut se le dire, là. Ils ont gaspillé leur ressources comme bébés de mineurs en essayant de réchapper le chum de la reine. Officiel. Même, écoute, Sainte-Foy, j'ai 3 mots pour toi. Propagande mondialiste. Oui, clairement. Mais je pense que c'est 4 mots, non? C'est pas propagande. Ouais, propagande. Ça me va. Mais ça, d'ailleurs, hein, le chum de la reine, ça leur pose un sérieux coup en bas de la ceinture. T'as-tu vu les actions de bébés morts, comment est-ce que ça a chuté à la bourse? Ben oui. Oui, écoute. Même plus capable. Oui, c'est l'adrénochrome, c'est rendu que ça s'échange dans la rue contre une dame de weed, là. Ça vaut plus rien, là. Wesh! Il y en a tellement de l'adrénochrome, ça vaut plus rien. Ils ont flodé le marché. Voilà. C'est un IPO qui a mal viré. Si vous êtes niaiseux. Ben écoutez, messieurs, est-ce que vous avez terminé votre rapport du mois, on pourrait dire? Ben, pas mal. Écoute, il y en a toujours plus, mais ça, pour ça, il faut s'abonner au Revoir et suivre l'actualité en direct telle qu'elle est revue. Le Revoir, donc, sur Facebook, soyez patients. Il y a le site Internet qui s'en vient et aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait un parc d'attractions, Le Revoir, qui s'en venait. Ben, d'ailleurs, on est maintenant dans le domaine du live. Hein. On diffuse toutes les conférences de presse du premier ministre et c'est clairement la place où venir l'écouter et commenter, évidemment, sans aucune censure, parce que si on va l'écouter chez le premier ministre, on risque de se faire bloquer. Ah, voilà, c'est dit. Ben,
Merci beaucoup à vous deux, Joliette et Sainte-Foy. On vous souhaite le mieux possible et on rappelle aux gens que le revoir, c'est sur Facebook. Merci, Thomas. Hey, faites attention à vous autres. Salut. Hey, bye. Oh là 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 là. Hein? Hey, il y a un fait sur la Beauce, mon cher. Va-tu avec le meilleur? Ben oui. Ben écoute, il nous reste Mathieu Boudreau comme chroniqueur, puis après on s'en va dans le set de VJ. On y va meilleur pour la meilleure. En fait, c'est la plus grande personnalité. Je checkais les personnalités qui venaient de la Beauce, puis il y en a, à part Bernier père puis Bernier junior, il n'y avait pas grand monde que je replaçais. Mais il y en a un, mesdames et messieurs, qui est ressorti du lot. Qui s'impose le plus grand de tous les Beaucerons. Et là, ça va faire l'unanimité. Fidèle Lachance. Ah ben, vient de la Beauce. Hein? Ce signaleur routier. Ben oui. Fidélité. Partout que tu vas, de toute beauté. Merci, Chinook. Ça fait plaisir. Colin, puis on va pouvoir parler de ça avec notre bon ami Mathieu Boudreau. J'espère que les Antifas vont le laisser. J'espère, moi aussi. En tout cas, je suis pas commandité par personne. Salut, Mathieu. Allô, toi. Puis? Ben, c'est ça. OK. Ah, ben, on s'en va à la prochaine. Ben oui, merci d'avoir appelé. Ben, ça me fait plaisir. Suivez mes aventures. Non, mais hey, Tommy, cette semaine, moi, j'aimerais ça parler aviation. OK. Parce que non, je sais, ça surprend. Mais moi, j'ai juste pris l'avion 2 fois, mais le vol, en général, moi, c'est quelque chose... là. Ouais. Ben, tu sais, qu'il soit qualifié ou seulement à l'étalage, c'est quelque chose qui est... La définition de vol, c'est large. Oui. Et c'est parce qu'en fait, c'est qu'il y a quelques semaines, là, on a eu une excellente nouvelle du gouvernement provincial, soit qu'une aide d'urgence est considérée pour sauver Air Transat d'un crash financier, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Et bon, oui. Les choses avancent. Ça, c'est la compagnie de notre premier ministre. Hein? Ça, c'est de la compagnie de notre premier ministre. Oui, l'ancienne compagnie de notre premier ministre. Je savais pas. Bon. Ouais, c'est Francis Legros qui a créé ça. Ah, bon, ben voilà, OK. En 1980, quelque chose, là, sur le bord des années 90. Bref, et c'est ça. Il y a quelques semaines, bon, cette aide d'urgence-là est considérée pour sauver Air Transat d'un crash financier. Et tout de suite, les gens se sont mis à se demander, mais par tous les saints, y a-t-il une raison valable pour sauver Air Transat? Parce que la majorité d'entre vous auront compris que la réponse est non, crève en enfer. Oui. Mais le copinage en politique, c'est fort. Oui. Et non seulement fort, c'est essentiel à la réussite d'une carrière et c'est aussi la principale source de prise de décision. Donc, dans le cas qui nous concerne, la couac de Francis Legros, c'est le ministre Fitzgibbon, OK, qui nous apporte sa lanterne et qui nous assure qu'il existe une raison pour sauver Air Transat. Et c'est l'attachement des Québécois envers Air Transat. OK. Ah oui. L'attachement. C'est la raison pour sauver la compagnie, pour qu'on investisse des millions, genre. C'est comme ça, Tommy, que ça a été dit à la télévision nationale. L'attachement des Québécois envers Air Transat. Donc, moi, je dois avouer là, que quand il l'a dit, j'étais pas certain. Oui, je portais ma casquette 30e anniversaire enroulée dans ma doudou Air Transat, mais je me disais... Ta doudou à Transat. Ben oui, Tommy. Ah oui. 30e anniversaire. Bon. Ben oui. C'est comme ça. C'est-tu valable comme raison, l'attachement? Je veux dire, moi, je garde un souvenir impérissable de ma visite des bureaux d'Air Transat. J'ai milité pendant 20 ans, Tommy, pour qu'on instaure la journée internationale Air Transat. C'est certain que sur mon lit de mort, je vais me rappeler, oui, des gens que j'ai aimés, mais je me garde un dernier souffle pour le service à la clientèle impeccable de mon transporteur aérien fétiche. C'est certain! C'est que t'es niaiseux. Ah oui. Ben, puis on va... Ah oui, écoute, tellement de beaux souvenirs, hein? Mais même en sachant à quel point j'étais attaché à mon Air Transat à moi, j'ai un doute. Ah ouais, hein?
J'ai un doute, je me dis, c'est-tu une raison valable, l'attachement? Là, je sais que c'est difficile parce qu'on est en 2021, mais allons plus loin que nos émotions. Ça va être difficile, ça. Parce qu'on est en 2021. Ouais. Mais Air Transat, Tommy, ouais, ça va être dur. Même moi, j'ai même toi, tu tombes dans le piège. Ben oui. Écoute, t'es dans ta doudou. Ben oui, dans ma doudou avec ma casquette 30e anniversaire, Air Transat, forever. Air Transat, Tommy, c'est une compagnie aérienne, OK, qui appartient à une société privée qui s'appelle Air Transat AT Inc. Et ça, Air Transat AT Inc., c'est une entreprise cotée en bourse. Bon. D'ailleurs, au moment d'écrire ces quelques lignes-là, l'action était à 4,50. Et ça, c'est une baisse de 0,11%. Ce qui lui donne une cote de moins 2,38, pardon, par rapport à la même date l'année passée. Écoute, c'est une véritable débandade. Il n'y a pas à dire. Moins 2,38. Ah, j'en reviens pas. Mathieu, tu me dis ça, puis je tombe des nues. Non, mais c'est parce que c'est avec des résultats comme ça, Tommy. Comment veux-tu qu'un PDG reçoive un boni sur le sens du monde? C'est impossible. OK. C'est impossible. En novembre 2020, Air Transat allait se faire acheter par Air Canada. À l'époque, on parlait de 18$ l'action. Ça, là, c'est un boni autour de 3,9 millions. Tu sais, un salaire honnête pour un travail important. Faire voler les Québécois. Fais attention au lapsus, hein? Mais bon, oui, il faut faire attention. Oui. Mais bon, ouais, surtout quand on dit des chiffres aussi, les dire comme du monde, c'est plus drôle. Oui. Mais bon, la dictature sanitaire du Deep State de Bingate est arrivée, puis on connaît la suite. Ajoute à ça le bureau de la concurrence, là, qui dit que la transaction comprend trop de risques, puis la gang à Ganja Trudeau, qui veut bien traiter du cash, mais qu'il va falloir qu'on les rembourse. Moi, en tout cas, en tant qu'investisseur, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, hostie, Trudeau ajoute l'insulte à l'injure. Tommy, demandez à des milliardaires autour d'une table en cristal de marbre de rembourser un prêt avec de l'argent des contribuables. Un malade, hostie. Effectivement, c'est écoute, pas très beau. C'est un fou, un malade. Si le jugement peut pogner le COVID, c'est sûr qu'il l'a. C'est sûr. Oui. En tout cas. Puis, tout ça pour dire, oui. Y est-tu trop tard? On peut-tu comme faire une pétition contre ça? Y a-tu de quoi? Ben non, y a rien à faire. Une pétition? Ouais, si tu veux. Ah, si tu veux. Ouais. Ben ouais, vas-y. Accumule des noms sur des papiers. Ils vont mettre ça à la même place que les autres. Hein? Ah, c'est ça. Écoute, moi je veux bien, là. Moi je veux bien qu'on parle des vraies affaires, mais ça me rendra pas de bonne humeur. Ouais, je comprends. C'est ça qui arrive. En tout cas, je vais me calmer. Tout ça pour dire, Tommy, que là, ils sont rendus au bout où ils pensent se splitter la tarte en espérant de pas trop perdre au change. Genre, le gouvernement de la CUAC, Pierre-Carl Pédalo, puis 2-3 compagnies d'aviation dont les noms nous échappent, qui, eux aussi, ont le droit de rêver qu'un jour, eux aussi, pourront payer leur PDG 3,9 millions, tout en étant de l'argent de l'autre bord, parce qu'ils sont pauvres. Eh là, c'est pas correct, ça. C'est vraiment pas correct. Ils sont pauvres, Tommy, le COVID. Ils sont pauvres. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je suis assis dans mon salon, puis j'apprends avec stupeur que l'attachement des Québécois va suffire à débloquer des milliards de dollars. Fait que je me suis dit, moi, écrire au gouvernement pour leur dire merci. Une carte, là, toute, là. Tu sais, merci pour l'intention, parce que c'est pas encore fait, mais on sent qu'ils vont le faire. Fait que c'est ça. Fait que comme j'ai pas envie de me faire péter mon char à coups de marteau, faisons une action citoyenne civilisée, tu sais. Comme? J'ai eu l'idée de la carte. Ça coûte moins cher qu'un petit gros dildo. Anyway. Ah, ça c'est sûr. Ça, le message passe pareil aussi. Ouais, tu sais. Moi écrire à qui de droit? J'aimerais, par la présente, dire merci au gouvernement du Québec pour la considération de celui-ci vis-à-vis de l'attachement des Québécois envers Air Transat.
Sachez toute l'estime que la population porte non seulement à ce flambeau économique, mais tout particulièrement à cette décision d'offrir notre argent, non seulement à 3 personnes, mais à une poignée d'investisseurs qui, nous le savons, sauront trouver à cet argent l'utilité nécessaire en ces temps incertains. C'est sacrément... Ça vient d'overloader d'ironie, là. Ben écoute, j'en ai mal à la tête, Tommy. J'ai saigné du nez. Pendant que nos écoles sont délabrées et que notre système de santé est à bout de souffle, sans mauvais jeu de mots, notre priorité est certainement de renforcer la confiance des gens et c'est ce que vous faites. Je parle assurément pour la majorité quand j'insiste sur la pertinence de cet investissement qui, à n'en point douter, se répercutera en de meilleures conditions pour nos salariés essentiels. Je prends aussi la peine de vous dire à quel point les Québécois sont attachés à la Formule 1. Non, pas ça. Nous l'adorons. Non, j'en sais encore. Jacques Villeneuve. Non, mais je veux dire, non, mais parce qu'on prévoit, tu sais. Ouais. Je conclus en vous remerciant une dernière fois, puisque je sais que votre temps est précieux et bien utilisé. Veuillez donc agréer de mes sentiments les plus sincères, Mathieu Boudreau. Fait qu'écoute, si Marie-Mé répond pas à mes messages, ben au moins, j'aurai l'espoir qu'un tata qui pianote sur un ordi gouvernemental lise ma lettre, écoute, puis s'y détende un petit 4 minutes, là. C'est une des barres les plus basses que j'ai entendu parler d'eux depuis qu'on parlait de la Beauce tantôt. Ah ben, je suis sans mots. Hey, bon. Écoute, il y a des gens qui pourraient dire que je suis une mauvaise foi. Rassurons-nous, hein? M. Fitzgibbon nous a assuré que si le gouvernement du Québec devait investir dans Air Transat, il resterait actionnaire minoritaire. Ce qui a fait dire à mon fils, mais papa, c'est tout pour nous rassurer, ça. Fait que tu t'en doutes bien, si je comprends rien en politique, mon fils est dans sa chambre. C'est pas une super semaine pour l'aviation au Québec, Tommy. C'est même pas une super année, je te dirais. Hein? Ça fait 1 an. Oh non. Ouais. C'est l'anus colibris. De quoi tu chances? Ben écoute, dis salut à ton fils. Ouais, il est dans sa chambre. Faut dire salut! C'est niaiseux. Mathieu. Fait que ça nous amène au bout de ta chronique, mon cher? Oui. J'ai fait 1 page et demie, là. Demandez-moi-en pas trop, on est à 70%. Hey! Hey! On aime ça de même. Merci beaucoup, Mathieu. T'as-tu un dernier fait sur la Beauce, Chinook? T'as-tu passé au travers de toutes tes affaires? Ouais, ben il paraît qu'il y a beaucoup de tourisme, là, des touristes là-bas qui vont voir... écoutez-moi 2 secondes. Ça s'appelle le tabarnak de Sacristie. Ouais. OK. Ça, c'est un gros casse-tête là, de 2 mètres par 2 mètres et demi, là, de, je sais pas, une espèce de bâtisse. Là. Puis c'est vieux, là, ça date de 1700 quelques. Puis c'est ça, c'est le tabarnak de Sacristie. C'est un vieux tabarnak. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ça, Chinook. Ça a été très apprécié. Merci à tous nos collaborateurs, à tous les chroniqueurs. Désolé pour ça, Bruno. Je vais essayer de t'appeler pour voir si on peut avoir... peut-être enregistrer ta chronique autrement pour la mettre dans le montage final. Merci particulier à Colin Boudria au début. Hein. Vous pouvez aller voir son Instagram, son Facebook, ou sinon, il a mentionné qu'il participe à un podcast qui semble très intéressant, qui s'appelle « Faisez vos recherches sur la complosphère ». C'est un sujet qui intéresse beaucoup des personnes qui nous suivent ici sur Douteux TV. Donc voilà, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Merci à podcast.com, productionpodcast.com, Martin Godette, Radio H2O, de nous héberger. Je pense que je vais mettre des tunes, en fait la tune de Nathan juste là pour vous laisser le temps. Hein, on s'en va vers notre long métrage et set de VJ de la soirée. C'est tout Pascal Grenier qui a choisi. Merci d'être avec nous tout le monde. On se reparle de l'autre côté de cette tune-là. Donc en terminant, j'espère que vous allez pouvoir trouver le courage d'entre vous de devenir tous des leaders, tous des fonceurs. Parce que nous sommes la 2e vague.
Bye.